Chapitre 66. Scène conjugale. À la place Louis XV, les trois jeunes gens s'étaient séparés. C'est-à-dire que Morel avait pris les boulevards, que Château-Renaud avait pris le pont de la Révolution et que Debray avait suivi le quai. Morel et Château-Renaud, selon toute probabilité, gagnèrent leur foyer domestique, comme on dit encore à la tribune de la Chambre dans les discours bien faits, et au théâtre de la rue Richelieu dans les pièces bien écrites. Mais il n'en fut pas de même de Debray. Arrivé au guichet du Louvre, il fit un à gauche, traversa le Carrousel au grand trot, enfila la rue Saint-Roch, déboucha par la rue de la Michaudière et arriva à la porte de M. Danglars, au moment où le landau de M. de Villefort, après l'avoir déposé lui et sa femme au faubourg Saint-Honoré, s'arrêtait pour mettre la baronne chez elle. Debray, en homme familier dans la maison, entra le premier dans la cour, jeta la bride aux mains d'un valet de pied, puis revint à la portière recevoir Madame Danglars, à laquelle il offrit le bras pour regagner ses appartements. Une fois la porte fermée, et la baronne et Debray dans la cour... « Qu'avez-vous donc, Hermine » dit Debray. « Et pourquoi donc vous êtes-vous trouvée mal à cette histoire, ou plutôt à cette fable qu'a racontée le comte ?»« Parce que j'étais horriblement disposé ce soir, mon ami, » répondit la baronne. « Mais non, Hermine, » reprit Debray. « Vous ne me ferez pas croire cela. Vous étiez au contraire dans d'excellentes dispositions quand vous êtes arrivé chez le comte. Monsieur Danglars était bien quelque peu maussade, c'est vrai. Mais je sais le cas que vous faites de sa mauvaise humeur. Quelqu'un vous a fait quelque chose. Racontez-moi cela. Vous savez bien que je ne souffrirai jamais qu'une impertinence vous soit faite. »« Vous vous trompez, Lucien, je vous assure, » reprit Madame Danglars. « Et les choses sont comme je vous les ai dites, plus la mauvaise humeur dont vous vous êtes aperçu, et dont je ne jugeais pas qu'il valût la peine de vous parler. » Il était évident que Madame Danglars était sous l'influence d'une de ces irritations nerveuses dont les femmes souvent ne peuvent se rendre compte elles-mêmes, ou que, comme l'avait deviné Debray, elle avait éprouvé quelque commotion cachée qu'elle ne voulait avouer à personne. En homme habitué à reconnaître les vapeurs comme un des éléments de la vie féminine, il n'insista donc pas davantage, attendant le moment opportun, soit d'une interrogation nouvelle, soit d'un aveu proprio motu. À la porte de sa chambre, la baronne rencontra mademoiselle Cornélie. Mademoiselle Cornélie était la camériste de confiance de la baronne. « Que fait ma fille » demanda Madame Danglars. « Elle a étudié toute la soirée, » répondit Mademoiselle Cornélie, « et ensuite elle s'est couchée. Il me semble cependant que j'entends son piano. C'est Mademoiselle Louise d'Armilly qui fait de la musique pendant que Mademoiselle est au lit. »« Bien, » dit Madame Danglars, « venez me déshabiller. » On entra dans la chambre à coucher. Debray s'étendit sur un grand canapé, et Madame Danglars passa dans son cabinet de toilette avec Mademoiselle Cornélie. « Mon cher monsieur Lucien, » dit Madame Danglars à travers la portière du cabinet, « vous vous plaignez toujours qu'Eugénie ne vous fait pas l'honneur de vous adresser la parole. »« Madame, » dit Lucien jouant avec le petit chien de la baronne, qui, reconnaissant sa qualité d'ami de la maison, avait l'habitude de lui faire 1000 caresses, « je ne suis pas le seul à vous faire de pareilles récriminations. Et je crois avoir entendu Morcerf se plaindre l'autre jour à vous-même de ne pouvoir tirer une seule parole de sa fiancée. »« C'est vrai, » dit Madame Danglars, « mais je crois qu'un de ces matins tout cela changera, et que vous verrez entrer Eugénie dans votre cabinet. Dans mon cabinet à moi, c'est-à-dire dans celui du ministre. Et pourquoi cela ? Pour vous demander un engagement à l'opéra. En vérité, je n'ai jamais vu un tel engouement pour la musique. C'est ridicule pour une personne du monde. » Debray sourit. « Eh bien, dit-il, qu'elle vienne avec le consentement du baron et le vôtre. Nous lui ferons cet engagement, et nous tâcherons qu'il soit selon son mérite, quoique nous soyons bien pauvres pour payer un aussi beau talent que le sien. »« Allez, Cornélie, » dit Madame Danglars, « je n'ai plus besoin de vous. » Cornélie disparut, et un instant après, Madame Danglars sortit de son cabinet dans un charmant négligé, et vint s'asseoir près de Lucien. Puis, rêveuse, elle se mit à caresser le petit épagneul. Lucien la regarda un instant en silence. « Voyons, Hermine, » dit-il au bout d'un instant, « répondez franchement. Quelque chose vous blesse, n'est-ce pas ? » « Rien. »
reprit la baronne. Et cependant, comme elle étouffait, elle se leva, essaya de respirer et alla se regarder dans une glace. « Je suis à faire peur ce soir, dit-elle. Debray se levait en souriant pour aller rassurer la baronne sur ce dernier point, quand tout à coup la porte s'ouvrit. Monsieur Danglars parut. Debray se rassit. Au bruit de la porte, Madame Danglars se retourna et regarda son mari avec un étonnement qu'elle ne se donna même pas la peine de dissimuler. « Bonsoir, madame, » dit le banquier. « Bonsoir, monsieur Debray. » La baronne crut sans doute que cette visite imprévue signifiait quelque chose, comme un désir de réparer les mots amers qui étaient échappés au comte dans la journée. Elle s'arma d'un air digne et se retournant vers Lucien, sans répondre à son mari, « Lisez-moi donc quelque chose, monsieur Debray, » lui dit-elle. Debray, que cette visite avait légèrement inquiété d'abord, se remit au calme de la baronne et allongea la main vers un livre marqué au milieu par un couteau à lame de nacre incrustée d'or. « Pardon, » dit le banquier, « mais vous allez bien vous fatiguer, baronne, en veillant si tard. Il est 11 heures, et monsieur Debray demeure bien loin. » Debray demeura saisi de stupeur, non point que le ton de Danglars ne fût parfaitement calme et poli, mais enfin, au travers de ce calme et de cette politesse, il perçait une certaine velléité inaccoutumée de faire autre chose ce soir-là que la volonté de sa femme. La baronne aussi fut surprise et témoigna son étonnement par un regard qui, sans doute, eût donné à réfléchir à son mari si son mari n'avait pas eu les yeux fixés sur un journal où il cherchait la fermeture de la rente. Il en résulta que ce regard si fier fut lancé en pure perte et manqua complètement son effet. « Monsieur Lucien, » dit la baronne, « je vous déclare que je n'ai point la moindre envie de dormir et que j'ai 1000 choses à vous conter ce soir et que vous allez passer la nuit à m'écouter. Dussiez-vous dormir debout ?»« À vos ordres, madame, » répondit flegmatiquement Lucien. « Mon cher monsieur Debray, » dit à son tour le banquier, « ne vous tuez pas, je vous prie, à écouter cette nuit les folies de madame Danglars, car vous les écouterez aussi bien demain. Mais ce soir est à moi, je me le réserve, et je le consacrerai, si vous voulez bien me le permettre, à causer de graves intérêts avec ma femme. » Cette fois, le coup était tellement direct et tombé si d'aplomb qu'il étourdit Lucien et la baronne. Tous deux s'interrogèrent des yeux, comme pour puiser l'un dans l'autre un secours contre cette agression. Mais l'irrésistible pouvoir du maître de la maison triompha, et force resta au mari. « N'allez pas croire au moins que je vous chasse, mon cher Debray, » continua Danglars. « Non, pas le moins du monde. Une circonstance imprévue me force à désirer d'avoir ce soir même une conversation avec la baronne. Cela m'arrive assez rarement, pour qu'on ne me garde pas rancune. » Debray balbutia quelques mots, salua et sortit, en se heurtant aux angles, comme Matan dans Athalie. « C'est incroyable, dit-il, quand la porte fut fermée derrière lui. Combien ces maris, que nous trouvons cependant si ridicules, prennent facilement l'avantage sur nous. » Lucien partit. Danglars s'installa à sa place sur le canapé, ferma le livre resté ouvert et, prenant une pose horriblement prétentieuse, continua de jouer avec le chien. Mais comme le chien, qui n'avait pas pour lui la même sympathie que pour Debray, le voulait mordre, il le prit par la peau du cou et l'envoya de l'autre côté de la chambre sur une chaise longue. L'animal jeta un cri en traversant l'espace, mais arrivé à sa destination, il se tapit derrière un coussin et, stupéfait de ce traitement auquel il n'était point accoutumé, il se tint muet et sans mouvement. « Savez-vous, monsieur, » dit la baronne sans sourciller, « que vous faites des progrès. Ordinairement, vous n'étiez que grossier. Ce soir, vous êtes brutal. » « C'est que je suis ce soir de plus mauvaise humeur qu'ordinairement, » répondit Danglars. Hermine regarda le banquier avec un suprême dédain. Ordinairement, ses manières de coup d'œil exaspéraient l'orgueilleux Danglars, mais ce soir-là, il parut à peine y faire attention. « Et que me fait à moi votre mauvaise humeur ?» répondit la baronne, irritée de l'impassibilité de son mari. « Est-ce que ces choses-là me regardent ? Enfermez vos mauvaises humeurs chez vous et consignez-les dans vos bureaux. Et puisque vous avez des commis que vous payez, passez sur eux vos mauvaises humeurs. »« Non pas, » répondit Danglars. « Vous vous fourvoyez dans vos conseils, madame,
Aussi je ne les suivrai pas. Les euros sont mon pactole, comme dit, je crois, monsieur Desmoutiers, et je ne veux pas en tourmenter le cours et en troubler le calme. Mes commis sont gens honnêtes qui me gagnent ma fortune et que je paie un taux infiniment au-dessous de celui qu'ils méritent, si je les estime selon ce qu'ils rapportent. Je ne me mettrai donc pas en colère contre eux. Ceux contre lesquels je me mettrai en colère, ce sont les gens qui mangent mes dîners, qui éreintent mes chevaux et qui ruinent ma caisse. Et quels sont donc ces gens qui ruinent votre caisse? Expliquez-vous plus clairement, monsieur, je vous prie. Oh, soyez tranquille. Si je parle par énigme, je ne compte pas vous en faire chercher longtemps le mot, reprit Danglars. Les gens qui ruinent ma caisse sont ceux qui en tirent 700 000 francs en 1 heure de temps. Je ne vous comprends pas, monsieur, dit la baronne en essayant de dissimuler à la fois l'émotion de sa voix et la rougeur de son visage. Vous comprenez au contraire fort bien, dit Danglars. Mais si votre mauvaise volonté continue, je vous dirai que je viens de perdre 700 000 francs sur l'emprunt espagnol. Ah, par exemple, dit la baronne en ricanant. Et c'est moi que vous rendez responsable de cette perte. Pourquoi pas? C'est ma faute si vous avez perdu 700 000 francs. En tout cas, ce n'est pas la mienne. Une fois pour toutes, monsieur, répartit aigrement la baronne, je vous ai dit de ne jamais me parler caisse. C'est une langue que je n'ai apprise ni chez mes parents, ni dans la maison de mon premier mari. Je le crois parbleu bien, dit Danglars. Il n'avait ni le sou, ni l'un, ni l'autre. Raison de plus pour que je n'ai point appris chez eux l'argot de la banque, qui me déchire ici les oreilles du matin au soir. Ce bruit d'écus qu'on compte et qu'on recompte m'est odieux. Et je ne sais que le son de votre voix qui me soit encore plus désagréable. En vérité, dit Danglars, comme c'est étrange. Et moi qui avais cru que vous preniez le plus vif intérêt à mes opérations, moi, et qui a pu vous faire croire une pareille sottise, vous-même. Ah, par exemple, sans doute. Je voudrais bien que vous me fissiez connaître en quelle occasion. Oh, mon Dieu, c'est chose facile. Au mois de février dernier, vous m'avez parlé la première des fonds d'Haïti. Vous aviez rêvé qu'un bâtiment entrait dans le port du Havre, et que ce bâtiment apportait la nouvelle qu'un paiement que l'on croyait remis aux calendes grecques allait s'effectuer. Je connais la lucidité de votre sommeil. J'ai donc fait acheter en dessous main tous les coupons que j'ai pu trouver de la dette d'Haïti, et j'ai gagné 400 000 francs, dont 100 000 vous ont été religieusement remis. Vous en avez fait ce que vous avez voulu, cela ne me regarde pas. En mars, il s'agissait d'une concession de chemin de fer. 3 sociétés se présentaient, offrant des garanties égales. Vous m'avez dit que votre instinct, et quoique vous vous prétendiez étrangère aux spéculations, je crois au contraire votre instinct très développé sur certaines matières. Vous m'avez dit que votre instinct vous faisait croire que le privilège serait donné à la société dite du Midi. Je me suis fait inscrire à l'instant même pour les 2 tiers des actions de cette société. Le privilège lui a été en effet accordé. Comme vous l'aviez prévu, les actions ont triplé de valeur, et j'ai encaissé 1 million, sur lesquels 250 000 francs vous ont été remis à titre d'épingle. Comment avez-vous employé ces 250 000 francs? Cela n'est point mon affaire. Mais où donc voulez-vous en venir, monsieur? S'écria la baronne, toute frissonnante de dépit et d'impatience. Patience, madame. J'y arrive. C'est heureux. En avril, vous avez été dîner chez le ministre. On causa de l'Espagne, et vous entendîtes une conversation secrète. Il s'agissait de l'expulsion de Don Carlos. J'achetais des fonds espagnols. L'expulsion eut lieu, et je gagnai 600 000 francs le jour où Charles V repassa la Bidassoa. Sur ces 600 000 francs, vous avez touché 50 000 écus. Ils étaient à vous, vous en avez disposé de votre fantaisie, et je ne vous en demande pas compte. Mais il n'en est pas moins vrai que vous avez reçu 500 000 livres cette année. Eh bien, après, monsieur. Ah oui, après. Eh bien, c'est justement après. C'est là que la chose se gâte. Vous avez des façons de dire. En vérité, elles rendent mon idée. C'est tout ce qu'il me faut.
Après, c'était il y a 3 jours cet après-là. Il y a 3 jours donc, vous avez causé politique avec monsieur Debray, et vous croyez voir dans ses paroles que Don Carlos est rentré en Espagne. Alors je vends ma rente. La nouvelle se répand, il y a panique. Je ne vends plus, je donne. Le lendemain, il se trouve que la nouvelle était fausse, et qu'à cette fausse nouvelle, j'ai perdu 700 000 francs. Eh bien, puisque je vous donne un quart quand je gagne, c'est donc un quart que vous me devez quand je perds. Le quart de 700 000 francs, c'est 175 000 francs. Mais ce que vous me dites là est extravagant, et je ne vois pas en vérité comment vous mêlez le nom de monsieur Debray à toute cette histoire. Parce que si vous n'avez point par hasard les 175 000 francs que je réclame, vous les emprunterez à vos amis. Et que monsieur Debray est de vos amis. Fi donc! S'écria la baronne. Oh, pas de geste, pas de cri, pas de drame moderne, madame. Sinon vous me forceriez à vous dire que je vois d'ici monsieur Debray ricanant, près des 500 000 livres que vous lui avez comptés cette année, et se disant qu'il a enfin trouvé ce que les plus habiles joueurs n'ont pu jamais découvrir, c'est-à-dire une roulette où l'on gagne sans mettre au jeu, et où l'on ne perd pas quand on perd. La baronne voulut éclater. « Misérable !» dit-elle. « Oseriez vous dire que vous ne saviez pas ce que vous osez me reprocher aujourd'hui ?» Je ne vous dis pas que je savais. Je ne vous dis pas que je ne savais point. Je vous dis, observez ma conduite depuis 4 ans que vous n'êtes plus ma femme et que je ne suis plus votre mari. Vous verrez si elle a toujours été conséquente avec elle-même. Quelque temps avant notre rupture, vous avez désiré étudier la musique, avec ce fameux baryton qui a débuté avec tant de succès au théâtre italien. Moi, j'ai voulu étudier la danse avec cette danseuse qui s'était fait une si grande réputation à Londres. Cela m'a coûté, tant pour vous que pour moi, 100 000 francs à peu près. Je n'ai rien dit, parce qu'il faut de l'harmonie dans les ménages. 100 000 francs pour que l'homme et la femme sachent bien, à fond, la danse et la musique. Ce n'est pas trop cher. Bientôt, voilà que vous vous dégoûtez du chant et que l'idée vous vient d'étudier la diplomatie avec un secrétaire du ministre. Je vous laisse étudier. Vous comprenez que m'importe à moi, puisque vous payez les leçons que vous prenez sur votre cassette. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que vous tirez sur la mienne et que votre apprentissage me peut coûter 700 000 francs par mois. Halte là, madame, car cela ne peut durer ainsi. Ou le diplomate donnera des leçons gratuites, et je le tolérerai, ou il ne remettra plus le pied dans ma maison. Entendez-vous, madame? Oh, c'est trop fort, monsieur! S'écria Hermine suffoquée. Et vous dépassez les limites de l'ignoble. Mais, dit Danglars, je vois avec plaisir que vous n'êtes pas resté en deçà, et que vous avez volontairement obéi à cet axiome du code. La femme doit suivre son mari. Des injures! Vous avez raison. Arrêtons nos faits et raisonnons froidement. Je ne me suis jamais, moi, mêlé de vos affaires que pour votre bien. Faites de même. Ma caisse ne vous regarde pas, dites-vous. Soit. Opérez sur la vôtre. Mais n'emplissez ni ne videz la mienne. D'ailleurs, qui sait si tout cela n'est pas un coup de jarnac politique? Si le ministre, furieux de me voir de l'opposition et jaloux des sympathies populaires que je soulève, ne s'entend pas avec M. de Debray pour me ruiner. Comme c'est probable, mais sans doute, qui a jamais vu cela? Une fausse nouvelle télégraphique, c'est-à-dire l'impossible, ou à peu près, des signes tout à fait différents donnés par les 2 derniers télégraphes. C'est fait exprès pour moi, en vérité. Monsieur, dit plus humblement la baronne, vous n'ignorez pas, ce me semble que cet employé a été chassé, qu'on a parlé même de lui faire son procès, que l'ordre avait été donné de l'arrêter, et que cet ordre eût été mis à exécution s'il ne fut soustrait aux premières recherches par une fuite qui prouve sa folie ou sa culpabilité. C'est une erreur. Oui, qui fait rire les niais, qui fait passer une mauvaise nuit au ministre, qui fait noircir du papier à messieurs les secrétaires d'État, mais qui, à moi, me coûte 700 000 francs. Mais monsieur, dit tout à coup Hermine, puisque tout cela, selon vous, vient de monsieur Debray, pourquoi, au lieu de dire tout cela directement à monsieur Debray,
venez-vous me le dire à moi? Pourquoi accusez-vous l'homme et vous en prenez-vous à la femme? Est-ce que je connais monsieur Debray, moi? Dit Danglars. Est-ce que je veux le connaître? Est-ce que je veux savoir qu'il donne des conseils? Est-ce que je veux les suivre? Est-ce que je joue? Non, c'est vous qui faites tout cela, et non pas moi. Il me semble que puisque vous en profitez, Danglars haussa les épaules. Folle créature en vérité que ces femmes qui se croient des génies parce qu'elles ont conduit 1 ou 10 intrigues de façon à n'être pas affichées dans tout Paris. Mais songez donc qu'eussiez-vous caché vos dérèglements à votre mari même, ce qui est l'ABC de l'art, parce que la plupart du temps les maris ne veulent pas voir, vous ne serez qu'une pâle copie de ce que font la moitié de vos amis les femmes du monde. Mais n'en est pas ainsi pour moi. J'ai vu, et toujours vu. Depuis 16 ans à peu près, vous m'avez caché une pensée peut-être, mais pas une démarche, pas une action, pas une faute. Tandis que vous, de votre côté, vous vous applaudissiez de votre adresse et croyez fermement me tromper. Qu'en est-il résulté? C'est que grâce à ma prétendue ignorance, depuis de M. de Villefort jusqu'à M. Debray, il n'est pas un de vos amis qui n'ait tremblé devant moi. Il n'en est pas un qui ne m'ait traité en maître de la maison, ma seule prétention près de vous. Il n'en est pas un, enfin, qui ait osé vous dire de moi ce que je vous en dis moi-même aujourd'hui. Je vous permets de me rendre odieux, mais je vous empêcherai de me rendre ridicule. Et surtout, je vous défends positivement et par-dessus tout de me ruiner. Jusqu'au moment où le nom de Villefort avait été prononcé, la baronne avait fait assez bonne contenance, mais à ce nom elle avait pâli. Et se levant comme mue par un ressort, elle avait étendu les bras comme pour conjurer une apparition, et fait 3 pas vers son mari, comme pour lui arracher la fin du secret qu'il ne connaissait pas, ou que peut-être, par quelque calcul odieux, comme étaient à peu près tous les calculs de Danglars, il ne voulait pas laisser échapper entièrement. « Monsieur de Villefort, que signifie? Que voulez-vous dire ?» Cela veut dire, madame, que monsieur de Nargonne, votre premier mari, n'étant ni un philosophe ni un banquier, ou peut-être étant l'un et l'autre, et voyant qu'il n'y avait aucun parti à tirer d'un procureur du roi, est mort de chagrin ou de colère de vous avoir trouvé enceinte de 6 mois après une absence de 9. Je suis brutal. Non seulement je le sais, mais je m'en vante. C'est un de mes moyens de succès dans mes opérations commerciales. Pourquoi, au lieu de tuer, s'est-il fait tuer lui-même? Parce qu'il n'avait pas de caisse à sauver. Mais moi, je me dois à ma caisse. Monsieur Debray, mon associé, me fait perdre 700 000 francs qu'il supporte sa part de la perte, et nous continuerons nos affaires. Sinon qu'il me fasse banqueroute de ses 175 000 livres, et qu'il fasse comme font les banqueroutiers, qui disparaissent. Et mon Dieu, c'est un charmant garçon, je le sais, quand ces nouvelles sont exactes. Mais quand elles ne le sont pas, il y en a 50 dans le monde qui valent mieux que lui. Madame Danglars était atterrée. Cependant, elle fit un effort suprême pour répondre à cette dernière attaque. Elle tomba sur un fauteuil, pensant à Villefort, à la scène du dîner, à cette étrange série de malheurs qui depuis quelques jours s'abattaient un à un sur sa maison et changeaient en scandaleux débat le calme ouaté de son ménage. Danglars ne la regarda même pas, quoiqu'elle fît tout ce qu'elle put pour s'évanouir. Il tira la porte de la chambre à coucher sans ajouter un seul mot et rentra chez lui. De sorte que madame Danglars, en revenant de son demi-évanouissement, put croire qu'elle avait fait un mauvais rêve. Chapitre 67. Projet de mariage. Le lendemain de cette scène, à l'heure que Debray avait coutume de choisir pour venir faire, en allant à son bureau, une petite visite à madame Danglars, son coupé ne parut pas dans la cour. À cette heure-là, c'est-à-dire vers 12h30, madame Danglars demanda sa voiture et sortit. Danglars, placé derrière un rideau, avait guetté cette sortie qui l'attendait. Il donna l'ordre qu'on le prévînt aussitôt que madame reparaîtrait. Mais à 2h, elle n'était pas rentrée. À 2h, il demanda ses chevaux, se rendit à la chambre et se fit inscrire pour parler contre le budget. De midi à 2h, Danglars était resté à son cabinet, décachetant ses dépêches, s'assombrissant de plus en plus, entassant chiffre sur chiffre et recevant
entre autres visites celle du major Cavalcanti, qui, toujours aussi bleu, aussi raide et aussi exact, se présenta à l'heure annoncée la veille pour terminer son affaire avec le banquier. En sortant de la chambre, Danglars, qui avait donné de violentes marques d'agitation pendant la séance, et qui surtout avait été plus acerbe que jamais contre le ministère, remonta dans sa voiture et ordonna au cocher de le conduire avenue des Champs-Élysées, numéro 30. Monte Cristo était chez lui. Seulement, il était avec quelqu'un, et il priait Danglars d'attendre un instant au salon. Pendant que le banquier attendait, la porte s'ouvrit, et il vit entrer un homme habillé en abbé, qui, au lieu d'attendre comme lui, plus familier que lui sans doute dans la maison, le salua, entra dans l'intérieur des appartements et disparut. Un instant après, la porte par laquelle le prêtre était entré se rouvrit, et Monte Cristo parut. « Pardon, dit-il, cher baron, mais un de mes bons amis, l'abbé Busoni, que vous avez pu voir passer, vient d'arriver à Paris. Il y avait fort longtemps que nous étions séparés, et je n'ai pas eu le courage de le quitter tout aussitôt. J'espère qu'en faveur du motif, vous m'excuserez de vous avoir fait tant attendre. »« Comment donc ?» dit Danglars. « C'est tout simple. C'est moi qui ai mal pris mon moment, et je vais me retirer. »« Point du tout. Asseyez-vous donc, au contraire. Mais bon Dieu, qu'avez-vous donc? Vous avez l'air tout soucieux. En vérité, vous m'effrayez. » Un capitaliste chagrin est comme les comètes. Il présage toujours quelque grand malheur au monde. « J'ai, mon cher monsieur, dit Danglars, que la mauvaise chance est sur moi depuis plusieurs jours, et que je n'apprends que des sinistres. »« Ah, mon Dieu, dit Monte Cristo, est-ce que vous avez eu une rechute de la bourse? Non, j'en suis guéri, pour quelques jours du moins. Il s'agit tout bonnement pour moi d'une banqueroute à Trieste. Vraiment. Est-ce que votre banqueroutier serait par hasard Jacopo Manfredi? Justement. Figurez-vous un homme qui faisait depuis je ne sais combien de temps pour 8 ou 900 000 francs par an d'affaires avec moi. Jamais un acompte, jamais un retard. Un gaillard qui payait comme un prince qui paie. Je me mets en avance d'1 million avec lui, et ne voilà-t-il pas mon diable de Jacopo Manfredi qui suspend ses paiements? En vérité, c'est une fatalité inouïe. Je tire sur lui 600 000 livres qui me reviennent impayées. Et de plus, je suis encore porteur de 400 000 francs de lettres de change signées par lui et payables fin courant chez son correspondant de Paris. Nous sommes le 30. J'en vois toucher. Ah bien oui, le correspondant a disparu. Avec mon affaire d'Espagne, cela me fait une gentille fin de mois. Mais est-ce vraiment une perte, votre affaire d'Espagne? Certainement. 700 000 francs hors de ma caisse, rien que cela. Comment diable avez-vous fait une pareille école, vous, un vieux loup-cervier? Eh, c'est la faute de ma femme. Elle a rêvé que Don Carlos était rentré en Espagne. Elle croit aux rêves. C'est du magnétisme, dit-elle. Et quand elle rêve une chose, cette chose, à ce qu'elle assure, doit infailliblement arriver. Sur sa conviction, je lui permets de jouer. Elle a sa cassette et son argent de change. Elle joue, elle perd. Mais il est vrai que ce n'est pas mon argent, mais le sien qu'elle joue. Cependant, n'importe. Vous comprendrez que lorsque 700 000 francs sortent de la poche de la femme, le mari s'en aperçoit toujours bien un peu. Comment vous ne saviez pas cela? Mais la chose a fait un bruit énorme. Si fait. J'en avais entendu parler, mais j'ignorais les détails. Puis je suis on ne peut plus ignorant de toutes ces affaires de bourse. Vous ne jouez donc pas? Moi? Et comment voulez-vous que je joue? Moi qui ai déjà tant de peine à régler mes revenus, je serais forcé, outre mon intendant, de prendre encore un commis et un garçon de caisse. Mais à propos d'Espagne, il me semble que la baronne n'avait pas tout à fait rêvé l'histoire de la rentrée de Don Carlos. Les journaux n'ont-ils pas dit quelque chose de cela? Vous croyez donc aux journaux, vous? Moi, pas le moins du monde. Mais il me semble que cet honnête messager faisait exception à la règle, et qu'il n'annonçait que les nouvelles certaines, les nouvelles télégraphiques. Eh bien,
Voilà ce qui est inexplicable, reprit Danglars. C'est que cette rentrée de Don Carlos était effectivement une nouvelle télégraphique. En sorte, dit Monte Cristo, que c'est 1700 000 francs à peu près que vous perdez ce mois-ci. Il n'y a pas d'à peu près, c'est juste mon chiffre. Diable, pour une fortune de troisième ordre, dit Monte Cristo avec compassion, c'est un rude coup. De troisième ordre, dit Danglars un peu humilié. Que diable entendez-vous par là? Sans doute, continua Monte Cristo, je fais 3 catégories dans les fortunes. Fortune de premier ordre, fortune de deuxième ordre, fortune de troisième ordre. J'appelle fortune de premier ordre celle qui se compose de trésors que l'on a sous la main, les terres, les mines, les revenus sur des États comme la France, l'Autriche et l'Angleterre, pourvu que ces trésors, ces mines, ces revenus forment un total d'une centaine de millions. J'appelle fortune de second ordre les exploitations manufacturières, les entreprises par association, les vice-royautés et les principautés ne dépassant pas 1500 000 francs de revenus, le tout formant un capital d'une cinquantaine de millions. J'appelle enfin fortune de troisième ordre les capitaux fructifiant par intérêts composés, les gains dépendant de la volonté d'autrui ou des chances du hasard, qu'une banqueroute entame, qu'une nouvelle télégraphique ébranle, les bénéfices que produisent les spéculations éventuelles, les opérations soumises enfin aux chances de cette fatalité qu'on pourrait appeler force mineure, en la comparant à la force majeure, qui est la force naturelle. Le tout formant un capital fictif ou réel d'une quinzaine de millions. N'est-ce point là votre position, à peu près? Dites. Mesdames, oui, répondit Danglars. Il en résulte qu'avec 6 fins de mois comme celle-ci, continua imperturbablement Monte Cristo, une maison de troisième ordre serait à l'agonie. Oh, dit Danglars avec un sourire fort pâle, comme vous y allez. Mettons 7 mois, répliqua Monte Cristo du même ton. Dites-moi, avez-vous pensé à cela quelquefois? Que 7 fois 1700 000 francs font 12 millions, ou à peu près. Non? Eh bien, vous avez raison. Car avec des réflexions pareilles, on n'engagerait jamais ces capitaux qui sont aux financiers ce que la peau est à l'homme civilisé. Nous avons nos habits plus ou moins somptueux, c'est notre crédit. Mais quand l'homme meurt, il n'a que sa peau. De même qu'en sortant des affaires, vous n'avez que votre bien réel, 5 ou 6 millions tout au plus. Car les fortunes de troisième ordre ne représentent guère que le tiers ou le quart de leur apparence, comme la locomotive d'un chemin de fer n'est toujours, au milieu de la fumée qui l'enveloppe, qui la grossit, qu'une machine plus ou moins forte. Eh bien, sur ces 5 ou 6 millions qui forment votre actif réel, vous venez d'en perdre à peu près 2, qui diminuent d'autant votre fortune fictive ou votre crédit. C'est-à-dire, mon cher monsieur Danglars, que votre peau vient d'être ouverte par une saignée qui, réitérée 4 fois, entraînerait la mort. Eh, faites attention, mon cher monsieur Danglars. Avez-vous besoin d'argent? Voulez-vous que je vous en prête? Que vous êtes un monsieur calculateur, s'écria Danglars en appelant à son aide toute la philosophie et toute la dissimulation de l'apparence. À l'heure qu'il est, l'argent est rentré dans mes coffres par d'autres spéculations qui ont réussi. Le sang sorti par la saignée est rentré par la nutrition. J'ai perdu une bataille en Espagne, j'ai été battu à Trieste. Mais mon armée navale de l'Inde aura pris quelques galions. Mes pionniers du Mexique auront découvert quelques mines. Fort bien, mais la cicatrice reste, et à la première perte, elle se rouvrira. Non, car je marche sur des certitudes, poursuivit Danglars avec la faconde banale du charlatan, dont l'état est de prôner son crédit. Il faudrait, pour me renverser, que 3 gouvernements croulassent. Dame, cela s'est vu, que la terre manqua de récolte. Rappelez-vous les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, ou que la mer se retira, comme du temps du pharaon. Encore, il y a plusieurs mers, et les vaisseaux en seraient quittes pour se faire caravane. Tant mieux, 1000 fois tant mieux, cher monsieur Danglars, dit Monte Cristo.
Et je vois que je m'étais trompé, et que vous rentrez dans les fortunes de second ordre. Je crois pouvoir aspirer à cet honneur, dit Danglars avec un de ces sourires stéréotypés qui faisaient à Monte Cristo l'effet d'une de ces lunes pâteuses dont les mauvais peintres badigeonnent leur ruine. Mais, puisque nous en sommes à parler d'affaires, ajouta-t-il, enchanté de trouver un motif de changer de conversation. Dites-moi donc un peu ce que je puis faire pour monsieur Cavalcanti. Mais lui donner de l'argent, s'il a un crédit sur vous, et que ce crédit vous paraisse bon. Excellent, il s'est présenté ce matin avec un bon de 40 000 francs, payable à vue sur vous, signé Busoni, et renvoyé par vous à moi avec votre endos. Vous comprenez que je lui ai compté à l'instant même ces 40 billets carrés. Monte Cristo fit un signe de tête qui indiquait toute son adhésion. Mais ce n'est pas tout, continua Danglars. Il a ouvert à son fils un crédit chez moi. Combien, sans indiscrétion, donne-t-il au jeune homme? 5 000 francs par mois. 60 000 francs par an. Je m'en doutais bien, dit Monte Cristo en haussant les épaules. Ce sont des pleutres que les Cavalcanti. Que veut-il qu'un jeune homme fasse avec 5 000 francs par mois? Mais vous comprenez que si le jeune homme a besoin de quelques 1000 francs de plus... N'en faites rien. Le père vous les laisserait pour votre compte. Vous ne connaissez pas tous les millionnaires ultramontains. Ce sont de véritables harpagons. Et par qui lui est ouvert ce crédit? Oh, par la maison Fenzi, l'une des meilleures de Florence. Je ne veux pas dire que vous perdrez, tant s'en faut. Mais tenez-vous cependant dans les termes de la lettre. Vous n'auriez pas confiance dans ce Cavalcanti? Moi, je lui donnerai 10 millions sur sa signature. Cela rentre dans les fortunes de second ordre, dont je vous parlais tout à l'heure, mon cher Danglars. Et avec cela, comme il est simple, je l'aurais pris pour un major, rien de plus. Et vous lui eussiez fait honneur, car vous avez raison, il ne paie pas de mine. Quand je l'ai vu pour la première fois, il m'a fait l'effet d'un vieux lieutenant, moisi, sous la contre-épaulette. Mais tous les Italiens sont comme cela. Ils ressemblent à de vieux juifs, quand ils n'éblouissent pas, comme des mages d'Orient. Le jeune homme est mieux, dit Danglars. Oui, un peu timide peut-être, mais en somme, il m'a paru convenable. J'en étais inquiet. Pourquoi cela? Parce que vous l'avez vu chez moi, à peu près à son entrée dans le monde, à ce que l'on m'a dit du moins. Il a voyagé avec un précepteur très sévère et n'était jamais venu à Paris. Tous ces Italiens de qualité ont l'habitude de se marier entre eux, n'est-ce pas? Demanda négligemment Danglars. Ils aiment à associer leur fortune. D'habitude, ils font ainsi, c'est vrai. Mais Cavalcanti est un original qui ne fait rien comme les autres. Il ne m'ôtera pas de l'idée qu'il envoie son fils en France pour qu'il y trouve une femme. Vous croyez? J'en suis sûr. Et vous avez entendu parler de sa fortune? Il n'est question que de cela. Seulement les uns lui accordent des millions, les autres prétendent qu'il ne possède pas un Paul. Et votre opinion à vous? Il ne faudra pas vous fonder dessus, elle est toute personnelle. Mais, enfin, mon opinion à moi est que tous ces vieux podestats, tous ces anciens condottieri, car ces Cavalcanti ont commandé des armées, ont gouverné des provinces. Mon opinion, dis-je, est qu'ils ont enterré des millions dans des coins que leurs aînés seuls connaissent et font connaître à leurs aînés de génération en génération. Et la preuve, c'est qu'ils sont tous jaunes et secs comme leurs florins du temps de la République, dont ils conservent un reflet à force de les regarder. Parfait, dit Danglars, et c'est d'autant plus vrai qu'on ne leur connaît pas un pouce de terre à tous ces gens-là. Fort peu du moins. Moi, je sais bien que je ne connais à Cavalcanti que son palais de Lucques. Ah, il a un palais, dit en riant Danglars. C'est déjà quelque chose. Oui, et encore le loue-t-il au ministère des Finances, tandis qu'il habite, lui, dans une maisonnette. Oh, je vous l'ai déjà dit, je crois le bonhomme serré. Allons, allons, vous ne le flattez pas. Écoutez, je le connais à peine, je crois l'avoir vu 3 fois dans ma vie.
Ce que j'en sais, c'est par l'abbé Busoni et par lui-même. Il me parlait ce matin de ses projets sur son fils et me laissait entrevoir que là, devoir dormir des fonds considérables en Italie, qui est un pays mort, il voudrait trouver un moyen, soit en France, soit en Angleterre, de faire fructifier ses millions. Mais remarquez bien toujours que, quoique j'aie la plus grande confiance dans l'abbé Busoni personnellement, moi, je ne réponds de rien. N'importe. Merci du client que vous m'avez envoyé. C'est un fort beau nom à inscrire sur mes registres. Et mon caissier, à qui j'ai expliqué ce que c'était que les Cavalcanti, en est tout fier. À propos, et ceci est un simple détail de touriste, quand ces gens-là marient leurs fils, leur donnent-ils des dots? Eh mon Dieu, c'est selon. J'ai connu un prince italien, riche comme une mine d'or, un des premiers noms de Toscane, qui lorsque ses fils se mariaient à sa guise, leur donnait des millions, et quand ils se mariaient malgré lui, se contentait de leur faire une rente de 30 écus par mois. Admettons qu'Andrea se marie selon les vues de son père. Il lui donnera peut-être 1, 2, 3 millions. Si c'était avec la fille d'un banquier par exemple, peut-être prendrait-il un intérêt dans la maison du beau-père de son fils. Puis supposez à côté de cela que sa bru lui déplaise. Bonsoir, le père Cavalcanti met la main sur la clé de son coffre-fort, donne un double tour à la serrure et voilà maître Andrea obligé de vivre comme un fils de famille parisien, en biseautant des cartes ou en pipant des dés. Ce garçon-là trouvera une princesse bavaroise ou péruvienne. Il voudra une couronne fermée, un Eldorado traversé par le Potose. Non, tous ces grands seigneurs de l'autre côté des monts épousent fréquemment de simples mortels. Ils sont comme Jupiter, ils aiment à croiser les races. Ah ça, mais est-ce que vous voulez marier Andrea, mon cher monsieur Danglars? Que vous me faites toutes ces questions-là? Ma foi, dit Danglars, cela ne me paraîtrait pas une mauvaise spéculation. Et je suis un spéculateur, moi. Ce n'est pas avec mademoiselle Danglars, je présume. Vous ne voudriez pas faire égorger ce pauvre Andrea par Albert. Albert, dit Danglars en haussant les épaules. Ah, bien oui, il se soucie pas mal de cela. Mais il est fiancé avec votre fille, je crois. C'est-à-dire que monsieur de Morcerf et moi, nous avons quelquefois causé de mariage. Mais madame de Morcerf et Albert, n'allez-vous pas me dire que celui-ci n'est pas un beau parti? Hé hé, mademoiselle Danglars vaut bien monsieur de Morcerf, ce me semble. La dot de madame de Danglars sera belle en effet, et je n'en doute pas, surtout si le télégraphe ne fait plus de nouvelles folies. Oh, ce n'est pas seulement la dot. Mais dites-moi donc, à propos... Eh bien, pourquoi donc n'avez-vous pas invité Morcerf et sa famille à votre dîner? Je l'avais fait aussi, mais il a objecté un voyage à Dieppe avec madame de Morcerf, à qui on a recommandé l'air de la mer. Oui, oui, dit Danglars en riant. Il doit lui être bon. Pourquoi cela? Parce que c'est l'air qu'elle a respiré dans sa jeunesse. Monte Cristo laissa passer l'épigramme sans paraître y faire attention. Mais enfin, dit le comte, si Albert n'est point aussi riche que mademoiselle Danglars, vous ne pouvez nier qu'il porte un beau nom. Soit. Mais j'aime autant le mien, dit Danglars. Certainement, votre nom est populaire, et il a orné le titre dont on a cru l'orner. Mais vous êtes un homme trop intelligent pour n'avoir point compris que, selon certains préjugés trop puissamment enracinés pour qu'on les extirpe, noblesse de 5 siècles vaut mieux que noblesse de 20 ans. Et voilà justement pourquoi, dit Danglars avec un sourire qu'il essayait de rendre sardonique. Voilà pourquoi je préférerais monsieur Andrea Cavalcanti à monsieur Albert de Morcerf. Mais cependant, dit Monte Cristo, je suppose que les Morcerf ne le cèdent pas aux Cavalcanti. Les Morcerf! Tenez, mon cher comte, reprit Danglars, vous êtes un galant homme, n'est-ce pas? Je le crois. Et de plus, connaisseur en blason. Un peu. Eh bien, regardez la couleur du mien. Elle est plus solide que celle du blason de Morcerf.
Pourquoi cela? Parce que moi, je ne suis pas baron de naissance, mais je m'appelle Danglars au moins. Après, tandis que lui ne s'appelle même pas Morcerf. Comment il ne s'appelle pas Morcerf? Pas le moins du monde. Allons donc. Moi, quelqu'un m'a fait baron, de sorte que je le suis. Lui s'est fait comte tout seul, de sorte qu'il ne l'est pas. Impossible. Écoutez, mon cher comte, continua Danglars, monsieur de Morcerf est mon ami, ou plutôt ma connaissance depuis 30 ans. Moi, vous savez que je fais bon marché de mes armoiries, attendu que je n'ai jamais oublié d'où je suis parti. C'est la seule preuve d'une grande humilité ou d'un grand orgueil, dit Monte Cristo. Eh bien, quand j'étais petit commis, moi, Morcerf était simple pêcheur. Et alors on l'appelait Fernand. Tout court? Fernand Mondego. Vous en êtes sûr? Pardieu, il m'a vendu assez de poissons pour que je le connaisse. Alors, pourquoi lui donnez-vous votre fille? Parce que Fernand et Danglars étaient deux parvenus, tous deux anoblis, tous deux enrichis. Se valent au fond, sauf certaines choses cependant qu'on a dites de lui et qu'on n'a jamais dites de moi. Quoi donc? Rien. Ah, oui, je comprends. Ce que vous me dites là me rafraîchit la mémoire à propos du nom de Fernand Mondego. J'ai entendu prononcer ce nom-là en Grèce. À propos de l'affaire d'Ali Pacha. Justement, voilà le mystère, reprit Danglars, et j'avoue que j'eusse donné bien des choses pour le découvrir. Ce n'était pas facile, si vous en aviez eu grande envie. Comment cela? Sans doute vous avez bien quelques correspondants en Grèce. Pardieu! À Janina? J'en ai partout. Eh bien, écrivez à votre correspondant de Janina et demandez-lui quel rôle a joué dans la catastrophe d'Ali Tébélin un Français nommé Fernand. Vous avez raison, s'écria Danglars en se levant vivement. J'écrirai aujourd'hui même. Faites, je vais le faire. Et si vous avez quelque nouvelle bien scandaleuse, je vous la communiquerai. Vous me ferez plaisir. Danglars s'élança hors de l'appartement et ne fit qu'un bond jusqu'à sa voiture. Chapitre 68. Le cabinet du procureur du roi. Laissons le banquier revenir au grand train de ses chevaux et suivons madame Danglars dans son excursion matinale. Nous avons dit qu'à 12h30, madame Danglars avait demandé ses chevaux et était sortie en voiture. Elle se dirigea du côté du faubourg Saint-Germain, prit la rue Mazarine et fit arrêter au passage du Pont-Neuf. Elle descendit et traversa le passage. Elle était vêtue tout simplement comme il convient à une femme de goût qui sort le matin. Rue Guénégaud, elle monta en fiacre en désignant comme le but de sa course la rue du Harlay. À peine fut-elle dans la voiture qu'elle tira de sa poche un voile noir très épais, qu'elle attacha sur son chapeau de paille. Puis elle remit son chapeau sur sa tête, et vit avec plaisir, en regardant dans un petit miroir de poche, qu'on ne pouvait voir d'elle que sa peau blanche et la prunelle étincelante de son œil. Le fiacre prit le Pont-Neuf, et entra par la place Dauphine dans la cour de Harlay. Il fut payé en ouvrant la portière, et madame Danglars, s'élançant vers l'escalier, qu'elle franchit légèrement, arriva bientôt à la salle des pas-perdus. Le matin, il y a beaucoup d'affaires et encore plus de gens affairés au palais. Les gens affairés ne regardent pas beaucoup les femmes. Madame Danglars traversa donc la salle des pas-perdus sans être plus remarquée que 10 autres femmes qui guettaient leur avocat. Il y avait encombrement dans l'antichambre de monsieur de Villefort. Mais madame Danglars n'eut pas même besoin de prononcer son nom. Dès qu'elle parut, un huissier se leva, vint à elle, lui demanda si elle n'était point la personne à laquelle monsieur le procureur du roi avait donné rendez-vous, et sur sa réponse affirmative, il la conduisit par un corridor réservé au cabinet de monsieur de Villefort. Le magistrat écrivait, assis sur son fauteuil, le dos tourné à la porte. Il entendit la porte s'ouvrir.
L'huissier prononçait ces paroles. Entrez, madame, et la porte se refermait sans faire un seul mouvement. Mais à peine eut-il senti se perdre le pas de l'huissier, qui s'éloignait, qu'il se retourna vivement, alla pousser les verrous, tirer les rideaux et visiter chaque coin du cabinet. Puis, lorsqu'il eut acquis la certitude qu'il ne pouvait être ni vu, ni entendu, et que par conséquent il fut tranquillisé, « Merci, madame, dit-il, merci de votre exactitude. » Et il lui offrit un siège que madame Danglars accepta, car le cœur lui battait si fortement qu'elle se sentait près de suffoquer. « Voilà, » dit le procureur du roi en s'asseyant à son tour et en faisant décrire un demi-cercle à son fauteuil, afin de se trouver en face de madame Danglars. « Voilà bien longtemps, madame, qu'il ne m'est arrivé d'avoir ce bonheur de causer seul avec vous. Et à mon grand regret, nous nous retrouvons pour entamer une conversation bien pénible. Cependant, monsieur, vous voyez que je suis venu à votre premier appel, quoique certainement cette conversation soit encore plus pénible pour moi que pour vous. » Villefort sourit amèrement. « Il est donc vrai, dit-il, répondant à sa propre pensée bien plus tôt qu'aux paroles de madame Danglars. Il est donc vrai que toutes nos actions laissent leurs traces, les unes sombres, les autres lumineuses, dans notre passé. Il est donc vrai que tous nos pas dans cette vie ressemblent à la marche du reptile sur le sable et font un sillon. Hélas, pour beaucoup ce sillon est celui de leurs larmes. »« Monsieur, dit madame Danglars, vous comprenez mon émotion, n'est-ce pas? Ménagez-moi donc, je vous prie. Cette chambre où tant de coupables ont passé tremblants et honteux, ce fauteuil où je m'assieds à mon tour, honteuse et tremblante. Oh, j'ai besoin de toute ma raison pour ne pas voir en moi une femme bien coupable et en vous un juge menaçant. » Villefort secoua la tête et poussa un soupir. « Et moi, reprit-il, et moi, je me dis que ma place n'est pas dans un fauteuil de juge, mais bien sur la sellette de l'accusé. »« Vous » dit madame Danglars étonnée. « Oui, moi. Je crois que de votre part, monsieur, votre puritanisme s'exagère la situation, dit madame Danglars, dont l'œil si beau s'illumina d'une fugitive lueur. Ces sillons dont vous parliez à l'instant même ont été tracés par toutes les jeunesses ardentes. Au fond des passions, au-delà du plaisir, il y a toujours un peu de remords. C'est pour cela que l'Évangile, cette ressource éternelle des malheureux, nous a donné pour soutien à nous autres pauvres femmes, l'admirable parabole de la fille pécheresse et de la femme adultère. Aussi, je vous l'avoue, en me reportant ces délires de ma jeunesse, je pense quelquefois que Dieu me les pardonnera, car sinon l'excuse, du moins la compensation, s'en est bien trouvée dans mes souffrances. Mais vous, qu'avez-vous à craindre de tout cela? Vous autres hommes que tout le monde excuse et que le scandale ennoblit. Madame, répliqua Villefort, vous me connaissez. Je ne suis pas un hypocrite. Ou du moins, je ne fais pas de l'hypocrisie sans raison. Si mon front est sévère, c'est que bien des malheurs l'ont assombri. Si mon cœur s'est pétrifié, c'est afin de pouvoir supporter les chocs qu'il a reçus. Je n'étais pas ainsi dans ma jeunesse. Je n'étais pas ainsi ce soir de fiançailles où nous étions tous assis autour d'une table de la rue du Cours, à Marseille. Mais depuis, tout a bien changé en moi et autour de moi. Ma vie s'est usée à poursuivre des choses difficiles et à briser dans les difficultés ceux qui, volontairement ou involontairement, par leur libre arbitre ou par le hasard, se trouvaient placés sur mon chemin pour me susciter des entraves. Il est rare que ceux qu'on désire ardemment ne soient pas défendus ardemment par ceux de qui on veut l'obtenir ou auxquels on tente de l'arracher. Ainsi, la plupart des mauvaises actions des hommes sont venues au-devant d'eux, déguisées sous la forme spécieuse de la nécessité. Puis, la mauvaise action commise dans un moment d'exaltation, de crainte et de délire, on voit qu'on aurait pu passer auprès d'elle en l'évitant. Le moyen qu'il eût été bon d'employer, qu'on n'a pas vu, aveugle qu'on était, se présente à vos yeux.
Facile et simple. Vous vous dites, comment n'ai-je pas fait ceci au lieu de faire cela? Vous, mesdames, au contraire, bien rarement, vous êtes tourmentées par des remords, car bien rarement la décision vient de vous. Vos malheurs vous sont presque toujours imposés. Vos fautes sont presque toujours le crime des autres. En tout cas, monsieur, convenez-en, répondit madame Danglars, si j'ai commis une faute, cette faute fut-elle personnelle? J'en ai reçu hier soir la sévère punition. Pauvre femme, dit Villefort en lui serrant la main, trop sévère pour votre force, car 2 fois vous avez failli succomber, et cependant, eh bien, je dois vous dire, rassemblez tout votre courage, madame, car vous n'êtes pas encore au bout. Mon Dieu! S'écria madame Danglars effrayée. Qu'y a-t-il donc encore? Vous ne voyez que le passé, madame, et certes il est sombre. Eh bien, figurez-vous un avenir plus sombre encore. Un avenir affreux, certainement. Sanglant, peut-être. La baronne connaissait le calme de Villefort. Elle fut si épouvantée de son exaltation qu'elle ouvrit la bouche pour crier, mais que le cri mourut dans sa gorge. Comment est-il ressuscité, ce passé terrible? S'écria Villefort. Comment? Du fond de la tombe et du fond de nos cœurs où il dormait. Est-il sorti comme un fantôme pour faire pâlir nos joues et rougir nos fronts? Hélas, dit Hermine, sans doute le hasard. Le hasard, reprit Villefort. Non, non, madame, il n'y a point de hasard. Mais si, n'est-ce point un hasard? Fatal, il est vrai, mais un hasard qui a fait tout cela. N'est-ce point par hasard que le comte de Monte Cristo a acheté cette maison? N'est-ce point par hasard qu'il a fait creuser la terre? N'est-ce point par hasard, enfin, que ce malheureux enfant a été déterré sous les arbres? Pauvre innocente créature sortie de moi, à qui je n'ai jamais pu donner un baiser, mais à qui j'ai donné bien des larmes. Ah, tout mon malheur a volé au-devant du comte lorsqu'il a parlé de cette chair dépouille trouvée sous des fleurs. Eh bien, non, madame. Et voilà ce que j'avais de terrible à vous dire, répondit Villefort d'une voix sourde. Non, il n'y a pas eu de dépouille trouvée sous les fleurs. Non, il n'y a pas eu d'enfant déterré. Non, il ne faut pas pleurer. Non, il ne faut pas gémir. Il faut trembler. Que voulez-vous dire? S'écria madame Danglars toute frémissante. Je veux dire que monsieur de Monte Cristo, en creusant au pied de ces arbres, n'a pu trouver ni squelette d'enfant, ni ferrure de coffre, parce que sous ces arbres il n'y avait ni l'un ni l'autre. Il n'y avait ni l'un ni l'autre? Redit madame Danglars en fixant sur le procureur du roi des yeux dont la prunelle, effroyablement dilatée, indiquait la terreur. Il n'y avait ni l'un ni l'autre? Répéta-t-elle encore comme une personne qui essaie de fixer par le son des paroles et par le bruit de la voix ses idées prêtes à lui échapper. Non, dit Villefort, en laissant tomber son front dans ses mains. Non, 100 fois non. Mais ce n'est donc point là que vous aviez déposé le pauvre enfant, monsieur? Pourquoi me tromper? Dans quel but? Voyons, dites! C'est là. Mais écoutez-moi, madame, et vous allez me plaindre, moi qui ai porté 20 ans, sans en rejeter la moindre part sur vous, le fardeau de douleur que je vais vous dire. Mon Dieu, vous m'effrayez! Mais n'importe, parlez, je vous écoute. Vous savez comment s'accomplit cette nuit douloureuse où vous étiez expirante sur votre lit, dans cette chambre de damas rouge, tandis que moi, presque aussi haletant que vous, j'attendais votre délivrance. L'enfant vint, me fut remis sans mouvement, sans souffle, sans voix. Nous le crûmes mort. Madame Danglars fit un mouvement rapide, comme si elle eût voulu s'élancer de sa chaise. Mais Villefort l'arrêta en joignant les mains, comme pour implorer son attention. Nous le crûmes mort, répéta-t-il. Je le mis dans un coffre qui devait remplacer le cercueil. Je descendis au jardin, je creusai une fosse et l'enfouis à la hâte. J'achevai à peine
de le couvrir de terre, que le bras du Corse s'étendit vers moi. Je vis comme une ombre se dresser, comme un éclair reluire. Je sentis une douleur. Je voulus crier. Un frisson glacé me parcourut tout le corps et m'étreignit la gorge. Je tombai mourant, et je me crus tué. Je n'oublierai jamais votre sublime courage quand, revenu à moi, je me traînai expirant jusqu'au bas de l'escalier, ou expirante vous-même. Vous vîntes au-devant de moi. Il fallait garder le silence sur la terrible catastrophe. Vous eûtes le courage de regagner votre maison soutenue par votre nourrice. Un duel fut le prétexte de ma blessure. Contre toute attente, le secret nous fut gardé à tous deux. On me transporta à Versailles. Pendant 3 mois, je luttai contre la mort. Enfin, comme je parus me rattacher à la vie, on m'ordonna le soleil et l'air du midi. 4 hommes me portèrent de Paris à Châlons, en faisant 6 lieues par jour. Madame de Villefort suivait le brancard dans la voiture. À Châlons, on me mit sur la Saône, puis je passai sur le Rhône, et par la seule vitesse du courant, je descendis jusqu'à Arles. Puis d'Arles, je repris ma litière et continuai mon chemin pour Marseille. Ma convalescence dura 10 mois. Je n'entendais plus parler de vous. Je n'osais m'informer de ce que vous étiez devenu. Quand je revins à Paris, j'appris que, veuve de M. de Nargonne, vous aviez épousé M. Danglars. À quoi avais-je pensé depuis que la connaissance m'était revenue? Toujours à la même chose, toujours à ce cadavre d'enfant qui, chaque nuit, dans mes rêves, s'envolait du sein de la terre et planait au-dessus de la fosse en me menaçant du regard et du geste. Aussi, à peine de retour à Paris, je m'informai. La maison n'avait pas été habitée depuis que nous en étions partis, mais elle venait d'être louée pour 9 ans. J'allai trouver le locataire. Je feignis d'avoir un grand désir de ne pas voir passer entre des mains étrangères cette maison qui appartenait au père et à la mère de ma femme. J'offris un dédommagement pour qu'on rompît le bail. On me demanda 6 000 francs. J'en eusse donné 10 000. J'en eusse donné 20 000. Je les avais sur moi, je fis séance tenante, signer la résiliation. Puis, lorsque je tins cette session tant désirée, je partis au galop pour Auteuil. Personne, depuis que j'en étais sorti, n'était entré dans la maison. Il était 5 heures de l'après-midi. Je montai dans la chambre rouge et j'attendis la nuit. Là, tout ce que je me disais depuis 1 an dans mon agonie continuelle se représenta, bien plus menaçante que jamais à ma pensée. Ce Corse qui m'avait déclaré la vendetta, qui m'avait suivi de Nîmes à Paris, ce Corse qui était caché dans le jardin, qui m'avait frappé, m'avait vu creuser la fosse. Il m'avait vu enterrer l'enfant. Il pouvait en arriver à vous. Peut-être vous connaissait-il? Ne vous ferait-il pas payer un jour le secret de cette terrible affaire? Ne serait-ce pas pour lui une bien douce vengeance, quand il apprendrait que je n'étais pas mort de son coup de poignard? Il était donc urgent qu'avant toute chose, et à tout hasard, je fisse disparaître les traces de ce passé, et que j'en détruisisse tout vestige matériel. Il n'y aurait toujours que trop de réalité dans mon souvenir. C'était pour cela que j'avais annulé le bail, c'était pour cela que j'étais venu, c'était pour cela que j'attendrais. La nuit arriva, je la laissai bien s'épaissir. J'étais sans lumière dans cette chambre où des souffles de vent faisaient trembler les portières derrière lesquelles je croyais toujours voir quelque espion embusqué. De temps en temps, je tressaillais. Il me semblait derrière moi, dans ce lit, entendre vos plaintes, et je n'osais me retourner. Mon cœur battait dans le silence, et je le sentais battre si violemment que je croyais que ma blessure allait se rouvrir. Enfin, j'entendis s'éteindre, l'un après l'autre, tous ces bruits divers de la campagne. Je compris que je n'avais plus rien à craindre, que je ne pouvais être ni vu ni entendu, et je me décidai à descendre. Écoutez, Hermine, je me crois aussi brave qu'un autre homme, mais lorsque je retirai de ma poitrine cette petite clé de l'escalier que nous chérissions tous deux, et que vous aviez voulu faire attacher à un anneau d'or, lorsque j'ouvris la porte, lorsque, à travers les fenêtres, je vis une lune pâle jeter sur les degrés en spirale une longue bande de lumière blanche pareille à un spectre, je me retins au mur,
et je fus près de crier. Il me semblait que j'allais devenir fou. Enfin, je parvins à me rendre maître de moi-même. Je descendis l'escalier marche à marche. La seule chose que je n'avais pu vaincre, c'était un étrange tremblement dans les genoux. Je me cramponnai à la rampe. Si je l'eusse lâché un instant, je me fusse précipité. J'arrivai à la porte d'en bas. En dehors de cette porte, une bêche était posée contre le mur. Je m'étais muni d'une lanterne sourde. Au milieu de la pelouse, je m'arrêtai pour l'allumer. Puis je continuai mon chemin. Novembre finissait. Toute la verdure du jardin avait disparu. Les arbres n'étaient plus que des squelettes, aux longs bras décharnés. Et les feuilles mortes criaient avec le sable sous mes pas. L'effroi m'étreignait si fortement qu'en approchant du massif, je tirai un pistolet de ma poche et l'armai. Je croyais toujours voir apparaître à travers les branches la figure du Corse. J'éclairai le massif avec ma lanterne sourde. Il était vide. Je jetai les yeux tout autour de moi. J'étais bien seul. Aucun bruit ne troublait le silence de la nuit, si ce n'est le chant d'une chouette qui jetait son cri aigu et lugubre comme un appel aux fantômes de la nuit. J'attachai ma lanterne à une branche fourchue que j'avais déjà remarquée en 1 an auparavant, à l'endroit même où je m'arrêtais pour creuser la fosse. L'herbe avait, pendant l'été, poussé bien épaisse à cet endroit, et l'automne venu, personne ne s'était trouvé là pour la faucher. Cependant, une place moins garnie attira mon attention. Il était évident que c'était là que j'avais retourné la terre. Je me mis à l'œuvre. J'en étais donc arrivé à cette heure que j'attendais depuis plus d'1 an. Aussi, comme j'espérais, comme je travaillais, comme je sondais chaque touffe de gazon, croyant sentir de la résistance au bout de ma bêche, rien. Et cependant, je fis un trou 2 fois plus grand que n'était le premier. Je crus m'être abusé, m'être trompé de place. Je m'orientais, je regardais les arbres, je cherchais à reconnaître les détails qui m'avaient frappé. Une bise froide et aiguë sifflait à travers les branches dépouillées, et cependant la sueur ruisselait sur mon front. Je me rappelais que j'avais reçu le coup de poignard au moment où je piétinais la terre pour recouvrir la fosse. En piétinant cette terre, je m'appuyais à un faux ébénier. Derrière moi était un rocher artificiel destiné à servir de banc aux promeneurs. Car en tombant, ma main qui venait de quitter l'ébénier avait senti la fraîcheur de cette pierre. À ma droite était le faux ébénier. Derrière moi était le rocher. Je tombai en me plançant de même, je me relevai et me mis à creuser et à élargir le trou. Rien, toujours rien. Le coffre n'y était pas. Le coffre n'y était pas, murmura madame Danglars, suffoquée par l'épouvante. Ne croyez pas que je me bornais à cette tentative, continua Villefort. Non, je fouillai tout le massif. Je pensais que l'assassin, ayant déterré le coffre, et croyant que c'était un trésor, avait voulu s'en emparer, l'avait emporté. Puis, s'apercevant de son erreur, avait fait à son tour un trou et l'y avait déposé. Rien. Puis il me vint cette idée qu'il n'avait point pris tant de précautions, il l'avait purement et simplement jeté dans quelque coin. Dans cette dernière hypothèse, il me fallait, pour faire mes recherches, attendre le jour. Je remontai dans la chambre et j'attendis. Oh, mon Dieu! Le jour venu, je descendis de nouveau. Ma première visite fut pour le massif. J'espérais y retrouver des traces qui m'auraient échappé pendant l'obscurité. J'avais retourné la terre sur une superficie de plus de 20 pieds carrés et sur une profondeur de plus de 2 pieds. Une journée eût à peine suffi à un homme salarié pour faire ce que j'avais fait moi en 1 heure. Rien, je ne vis absolument rien. Alors je me mis à la recherche du coffre, selon la supposition que j'avais faite, qu'il avait été jeté dans quelque coin. Ce devait être sur le chemin qui conduisait à la petite porte de sortie. Mais cette nouvelle investigation fut aussi inutile que la première, et le cœur serré, je revins au massif, qui lui-même ne me laissait plus aucun espoir. « Ah !» s'écria madame Danglars. « Il y avait de quoi devenir fou !»« Je l'espérais un instant, » dit Villefort. « Mais je n'eus pas ce bonheur. Cependant, rappelant ma force
et par conséquent mes idées. Pourquoi cet homme aurait-il emporté ce cadavre? Me demandai-je. Mais vous l'avez dit, reprit madame Danglars, pour avoir une preuve. Eh non, madame, ce ne pouvait être plus que cela. On ne garde pas un cadavre pendant 1 an. On le montre à un magistrat, et l'on fait sa déposition. Or, rien de tout cela n'était arrivé. Eh bien, alors demanda Hermine toute palpitante. Alors, il y a quelque chose de plus terrible, de plus fatal, de plus effrayant pour nous. Il y a que l'enfant était vivant peut-être, et que l'assassin l'a sauvé. Madame Danglars poussa un cri terrible, et saisissant les mains de Villefort. « Mon enfant était vivant !» dit-elle. « Vous avez enterré mon enfant vivant, monsieur. Vous n'étiez pas sûr que mon enfant était mort, et vous l'avez enterré. » Ah ! Madame Danglars s'était redressée, et elle se tenait devant le procureur du roi, dont elle serrait les poignets entre ses mains délicates, debout et presque menaçante. « Que sais-je? Je vous dis cela comme je vous dirais autre chose, » répondit Villefort avec une fixité de regard qui indiquait que cet homme si puissant était près d'atteindre les limites du désespoir et de la folie. « Ah, mon enfant, mon pauvre enfant !» s'écria la baronne, retombant sur sa chaise, étouffant ses sanglots dans son mouchoir. Villefort revint à lui et comprit que pour détourner l'orage maternel qui s'amassait sur sa tête, il fallait faire passer chez madame Danglars la terreur qu'il éprouvait lui-même. « Vous comprenez alors que si cela est ainsi, dit-il en se levant à son tour et en s'approchant de la baronne pour lui parler d'une voix plus basse, nous sommes perdus. Cet enfant vit, et quelqu'un sait qu'il vit, quelqu'un a notre secret, et puisque Monte Cristo parle devant nous d'un enfant déterré, où cet enfant n'était plus, ce secret c'est lui qui l'a. Dieu, Dieu juste, Dieu vengeur, murmura madame Danglars. Villefort ne répondit que par une espèce de rugissement. Mais cet enfant, monsieur, reprit la mère obstinée. Oh, que je l'ai cherché, reprit Villefort en se tordant les bras. Que de fois je l'ai appelé dans mes songes et dans mes longues nuits sans sommeil. Que de fois j'ai désiré une richesse royale pour acheter 1 million de secrets à 1 million d'hommes et pour trouver mon secret dans les leurs. Enfin, un jour que pour la 100e fois je reprenais la bêche, je me demandais pour la 100e fois aussi ce que le Corse avait pu faire de l'enfant. Un enfant embarrasse un fugitif. Peut-être, en s'apercevant qu'il était vivant encore, l'avait-il jeté dans la rivière. « Oh, impossible !» s'écria madame Danglars. « On assassine un homme par vengeance, on ne noie pas de sang-froid un enfant. » Peut-être, continua Villefort, l'avait-il mis aux enfants trouvés. « Oh oui, oui !» s'écria la baronne. « Mon enfant est là, monsieur !» Je courus à l'hospice, et j'appris que cette nuit même, la nuit du 20 septembre, un enfant avait été déposé dans le Tour. Il était enveloppé d'une moitié de serviette en toile fine, déchirée avec intention. Cette moitié de serviette portait une moitié de couronne de baron, et la lettre H. « C'est cela, s'écria madame Danglars. « Tout mon linge était marqué ainsi. Monsieur de Nargonne était baron et je m'appelle Hermine. Merci mon Dieu, mon enfant n'était pas mort. » Non, il n'était pas mort. « Et vous me le dites? Vous me dites cela sans crainte de me faire mourir de joie, monsieur? Où est-il? Où est mon enfant ?» Villefort haussa les épaules. « Le sais-je, dit-il. Et croyez-vous que si je le savais, je vous ferais passer par toutes ces épreuves et par toutes ces gradations, comme le ferait un dramaturge ou un romancier? Hélas. Non, non, hélas. Je ne le sais pas. Une femme, il y avait 6 mois environ, était venue réclamer l'enfant avec l'autre moitié de la serviette. Cette femme avait fourni toutes les garanties que la loi exige, et on le lui avait remis. Mais il fallait vous informer de cette femme. Il fallait le découvrir. Et de quoi pensez-vous donc que je me sois occupé, madame? J'ai feint une instruction criminelle, et tout ce que la police a de fins limiers, d'adroits agents, je l'ai mis à sa recherche. On a retrouvé ses traces jusqu'à Châlons. À Châlons, on les a perdues. Perdues? Oui, perdues. Perdues à jamais. Madame Danglars avait écouté ce récit avec un soupir, une larme, un cri pour chaque circonstance. « Et c'est tout, dit-elle. Et vous vous êtes borné là. » « Oh, non, dit Villefort.
Je n'ai jamais cessé de chercher, de m'enquérir, de m'informer. Cependant, depuis 2 ou 3 ans, je m'étais donné quelques relâches. Mais aujourd'hui, je vais recommencer avec plus de persévérance et d'acharnement que jamais. Et je réussirai, voyez-vous, car ce n'est plus la conscience qui me pousse, c'est la peur. Mais, reprit madame Danglars, le comte de Monte Cristo ne sait rien. Sans quoi, ce me semble, il ne nous rechercherait point comme il le fait. Oh, la méchanceté des hommes est bien profonde, dit Villefort, puisqu'elle est plus profonde que la bonté de Dieu. Avez-vous remarqué les yeux de cet homme, tandis qu'il nous parlait? Non, mais l'avez-vous examiné profondément parfois? Sans doute. Il est bizarre, mais voilà tout. Une chose qui m'a frappé seulement, c'est que de tout ce repas exquis qu'il nous a donné, il n'a rien touché. C'est que d'aucun plat, il n'a voulu prendre sa part. Oui, oui, dit Villefort, j'ai remarqué cela aussi. Si j'avais su ce que je sais maintenant, moi non plus je n'eusse touché à rien. J'aurais cru qu'il voulait nous empoisonner. Et vous vous serez trompé, vous le voyez bien. Oui, sans doute. Mais croyez-moi, cet homme a d'autres projets. Voilà pourquoi j'ai voulu vous voir. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous parler. Voilà pourquoi j'ai voulu vous prémunir contre tout le monde, mais contre lui surtout. Dites-moi, continua Villefort en fixant plus profondément encore qu'il ne l'avait fait jusque-là, ses yeux sur la baronne. Vous n'avez parlé de notre liaison à personne. Jamais, à personne. Vous me comprenez, reprit affectueusement Villefort, quand je dis à personne, pardonnez-moi cette insistance, à personne au monde, n'est-ce pas? Oh, oui, oui, je comprends très bien, dit la baronne en rougissant. Jamais, je vous le jure. Vous n'avez point l'habitude d'écrire le soir ce qui s'est passé dans la matinée. Vous ne faites pas de journal. Non, hélas, ma vie passe emportée par la frivolité. Moi-même, je l'oublie. Vous ne rêvez pas haut, que vous sachiez. J'ai un sommeil d'enfant. Ne vous le rappelez-vous pas? Le pourpre monta au visage de la baronne, et la pâleur envahit celui de Villefort. C'est vrai, dit-il si bas qu'on l'entendait à peine. Eh bien, demanda la baronne. Eh bien, je comprends ce qu'il me reste à faire, reprit Villefort. Avant 8 jours d'ici, je saurai ce que c'est que monsieur de Monte Cristo, d'où il vient, où il va, et pourquoi il parle devant nous des enfants qu'on déterre dans son jardin. Villefort prononça ces mots avec un accent qui eût fait frissonner le comte s'il eût pu les entendre. Puis il serra la main que la baronne répugnait à lui donner et la reconduisit avec respect jusqu'à la porte. Madame Danglars reprit un autre fiacre qui la ramena au passage, de l'autre côté duquel elle retrouva sa voiture et son cocher, qui, en l'attendant, dormait paisiblement sur son siège. Chapitre 69. Un bal d'été. Le même jour, vers l'heure où madame Danglars faisait la séance que nous avons dite dans le cabinet de monsieur le procureur du roi, une calèche de voyage, entrant dans la rue du Helder, franchissait la porte du numéro 27 et s'arrêtait dans la cour. Au bout d'un instant, la portière s'ouvrait, et madame de Morcerf en descendait appuyée au bras de son fils. À peine Albert eut-il reconduit sa mère chez elle, que commandant un bain et ses chevaux, après s'être remis aux mains de son valet de chambre, il se fit conduire aux Champs-Élysées chez le comte de Monte Cristo. Le comte le reçut avec un sourire habituel. C'était une étrange chose. Jamais on ne paraissait faire un pas en avant dans le cœur ou dans l'esprit de cet homme. Ce qui voulait, si l'on peut dire cela, forcer le passage de son intimité trouvait un mur. Morcerf, qui accourait à lui les bras ouverts, laissa en le voyant, et malgré son sourire amical, tomber ses bras, et osa tout au plus lui prendre la main. De son côté, Monte Cristo la lui toucha, comme il faisait toujours, mais sans la lui serrer. « Eh bien, me voilà, dit-il, cher comte. Soyez le bienvenu. Je suis arrivé depuis 1 heure, de Dieppe, du Tréport. Ah, c'est vrai. Et ma dernière visite est pour vous. C'est charmant de votre part, dit Monte Cristo comme il eût dit toute autre chose. Eh bien, voyons, quelle nouvelle?
Des nouvelles? Vous demandez cela à moi, à un étranger? Je m'entends. Quand je demande quelles nouvelles, je demande si vous avez fait quelque chose pour moi. M'aviez-vous donc chargé de quelque commission? Dit Monte Cristo en jouant l'inquiétude. Allons, allons, dit Albert, ne simulez pas l'indifférence. On dit qu'il y a des avertissements sympathiques qui traversent la distance. Eh bien, au Tréport, j'ai reçu mon coup électrique. Vous savez, sinon travaillez pour moi, du moins pensez à moi. Cela est possible, dit Monte Cristo. J'ai en effet pensé à vous, mais le courant magnétique dont j'étais le conducteur agissait, je l'avoue, indépendamment de ma volonté. Vraiment, contez-moi cela, je vous prie. C'est facile. Monsieur Danglars a dîné chez moi. Je le sais bien puisque c'est pour fuir sa présence que nous sommes partis, ma mère et moi. Mais il a dîné avec monsieur Andrea Cavalcanti. Votre prince italien. N'exagérons pas. Monsieur Andrea se donne seulement le titre de vicomte. Se donne, dites-vous? Je dis se donne. Il ne l'est donc pas. Et le sais-je, moi, s'il se le donne, je le lui donne. On le lui donne. N'est-ce pas comme s'il l'avait? Homme étrange que vous faites, allez. Eh bien quoi? Monsieur Danglars a donc dîné ici? Oui. Avec votre comte, Andrea Cavalcanti. Avec le comte, Andrea Cavalcanti, le marquis son père, madame Danglars, monsieur et madame Villefort, des gens charmants, monsieur Debray, Maximilien Morel, et puis qui encore? Attendez donc. Ah, monsieur de Château-Renaud. On a parlé de moi? On n'en a pas dit un mot. Tant pis. Pourquoi cela? Il me semble que si l'on vous a oublié, on a fait en agissant ainsi que ce que vous désiriez. Mon cher comte, si l'on n'a point parlé de moi, c'est qu'on y pensait beaucoup. Et alors je suis désespéré. Que vous importe, puisque mademoiselle Danglars n'était point au nombre de ceux qui y pensaient ici. Ah, il est vrai qu'elle pouvait y penser chez elle. Oh, quant à cela, non, j'en suis sûr. Ou si elle y pensait, c'est certainement de la même façon que je pense à elle. Touchante sympathie, dit le comte. Alors, vous vous détestez. Écoutez, dit Morcerf, si mademoiselle Danglars était femme à prendre en pitié le martyre que je ne souffre pas pour elle, et m'en récompenser en dehors des conventions matrimoniales arrêtées entre nos deux familles, cela m'irait à merveille. Bref, je crois que mademoiselle Danglars serait une maîtresse charmante. Mais comme femme, diable! Ainsi, dit Monte Cristo en riant, voilà votre façon de penser sur votre futur. Oh mon Dieu, oui, un peu brutal, c'est vrai, mais exact du moins. Or, puisqu'on ne peut faire de ce rêve une réalité, comme pour arriver à un certain but, il faut que mademoiselle Danglars devienne ma femme, c'est-à-dire qu'elle vive avec moi, qu'elle pense près de moi, qu'elle chante près de moi, qu'elle fasse des vers et de la musique à 10 pas de moi, et cela pendant tout le temps de ma vie. Alors je m'épouvante. Une maîtresse, mon cher comte, cela se quitte, mais une femme, peste. C'est autre chose, cela se garde éternellement, de près ou de loin, c'est-à-dire. Or, c'est effrayant de garder toujours mademoiselle Danglars, fût-ce même de loin. Vous êtes difficile, vicomte. Oui, car souvent je pense à une chose impossible. À laquelle? À trouver pour moi une femme, comme mon père en a trouvé une pour lui. Monte Cristo pâlit et regarda Albert en jouant avec des pistolets magnifiques dont il faisait rapidement crier les ressorts. Ainsi, votre père a été bien heureux, dit-il. Vous savez mon opinion sur ma mère, monsieur le comte. Un ange du ciel. Voyez-la encore belle, spirituelle, toujours, meilleure que jamais. J'arrive du Tréport, pour tout autre fils, et mon Dieu, accompagner sa mère serait une complaisance ou une corvée. Mais moi, j'ai passé 4 jours en tête-à-tête avec elle, plus satisfait, plus reposé, plus poétique, vous le dirais-je, que si j'eusse emmené au Tréport la reine Mab ou Titania. C'est une perfection désespérante. Et vous donnez à tous ceux qui vous entendent de graves envies de rester célibataires. Voilà justement, reprit Morcerf, pourquoi, sachant qu'il existe au monde une femme accomplie, je ne me soucie pas d'épouser mademoiselle Danglars. Avez-vous quelquefois remarqué comme notre égoïsme revêt de couleurs brillantes tout ce qui nous appartient? Le diamant qui chatoyait à la vitre de Marlé ou de Faussin devient bien plus beau depuis qu'il est notre diamant. Mais si l'évidence vous force à reconnaître qu'il en est d'une eau plus pure, et que vous soyez condamné à porter éternellement ce diamant inférieur à un autre, comprenez-vous ma souffrance? Mondain,
murmura le comte. Voilà pourquoi je sauterai de joie le jour où mademoiselle Eugénie s'apercevra que je ne suis qu'un chétif atome et que j'ai à peine autant de 100 000 francs qu'elle a de millions. Monte Cristo sourit. J'avais bien pensé à autre chose, continua Albert. Franz aime les choses excentriques. J'ai voulu le rendre malgré lui amoureux de mademoiselle Danglars. Mais malgré 4 lettres que je lui ai écrites dans le plus affriandant des styles, Franz m'a imperturbablement répondu « Je suis excentrique, c'est vrai, mais mon excentricité ne va pas jusqu'à reprendre ma parole quand je l'ai donnée. » Voilà ce que j'appelle le dévouement de l'amitié. Donner à un autre la femme dont on ne voudrait soi-même qu'à titre de maîtresse. Albert sourit. À propos, continua-t-il, il arrive, ce cher Franz. Mais peu vous importe, vous ne l'aimez pas, je crois. Moi, dit Monte Cristo, et mon cher vicomte, où donc avez-vous vu que je n'aimais pas monsieur Franz? J'aime tout le monde. Et je suis compris dans tout le monde? Merci. Oh, ne confondons pas, dit Monte Cristo. J'aime tout le monde à la manière dont Dieu nous ordonne d'aimer notre prochain, chrétiennement. Mais je ne hais bien que certaines personnes. Revenons à monsieur Franz d'Épinay. Vous dites donc qu'il arrive. Oui, mandé par monsieur de Villefort, aussi enragé à ce qu'il paraît de marier mademoiselle Valentine, que monsieur Danglars est enragé de marier mademoiselle Eugénie. Décidément, il paraît que c'est un état des plus fatigants que celui de père de grandes filles. Il me semble que cela leur donne la fièvre et que leur pouls bat 90 fois à la minute, jusqu'à ce qu'ils en soient débarrassés. Mais monsieur d'Épinay ne vous ressemble pas, lui. Il prend son mal en patience. Mieux que cela, il le prend au sérieux. Il met des cravates blanches et parle déjà de sa famille. Il a au reste pour les Villefort une grande considération. Mérité, n'est-ce pas? Je le crois. Monsieur de Villefort a toujours passé pour un homme sévère, mais juste. À la bonne heure, dit Monte Cristo. En voilà un, au moins, que vous ne traitez pas comme ce pauvre monsieur Danglars. Cela tient peut-être à ce que je ne suis pas forcé d'épouser sa fille, répondit Albert en riant. En vérité, mon cher monsieur, dit Monte Cristo, vous êtes d'une fatuité révoltante. Moi? Oui, vous. Prenez donc un cigare. Bien volontiers. Et pourquoi suis-je fat? Mais parce que vous êtes là à vous défendre, à vous débattre d'épouser mademoiselle Danglars. Eh mon Dieu, laissez aller les choses. Et ce n'est peut-être pas vous qui retirerez votre parole le premier. Bah, fit Albert avec de grands yeux. Eh, sans doute, monsieur le vicomte, on ne vous mettra pas de force le cou dans les portes, que diable. Voyons, sérieusement, reprit Monte Cristo en changeant d'intonation. Avez-vous envie de rompre? Je donnerai 100 000 francs pour cela. Eh bien, soyez heureux. Monsieur Danglars est prêt à en donner le double pour atteindre au même but. Est-ce bien vrai, ce bonheur-là? Dit Albert, qui cependant, en disant cela, ne put s'empêcher qu'un imperceptible nuage passa sur son front. Mais, mon cher comte, monsieur Danglars a donc des raisons? Ah, te voilà bien, nature orgueilleuse et égoïste. À la bonne heure, je retrouve l'homme qui veut trouer l'amour-propre d'autrui à coups de hache et qui crie quand on trouve le sien avec une aiguille. Non, mais c'est qu'il me semble que monsieur Danglars devait être enchanté de vous, n'est-ce pas? Eh bien, monsieur Danglars est un homme de mauvais goût, c'est convenu. Et il est encore plus enchanté d'un autre. De qui donc? Je ne sais pas, moi. Étudiez, regardez, saisissez les allusions à leur passage, et faites-en votre profit. Bon, je comprends. Écoutez, ma mère... Non, pas ma mère, je me trompe. Mon père a eu l'idée de donner un bal. Un bal dans ce moment-ci de l'année. Les bals d'été sont à la mode. Il n'y serait pas que la comtesse n'aurait qu'à vouloir, elle les y mettrait. Pas mal. Vous comprenez, ce sont des bals pur sang. Ceux qui restent à Paris dans le mois de juillet sont de vrais Parisiens. Voulez-vous vous charger d'une invitation pour messieurs Cavalcanti? Dans combien de jours a lieu votre bal? Samedi. Monsieur Cavalcanti père sera parti. Mais monsieur Cavalcanti fils demeure. Voulez-vous vous charger d'amener monsieur Cavalcanti fils? Écoutez, vicomte, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas?
Non, je l'ai vu pour la première fois il y a 3 ou 4 jours, et je n'en réponds en rien. Mais vous le recevez bien chez vous. Moi, c'est autre chose. Il m'a été recommandé par un brave abbé qui peut lui-même avoir été trompé. Invitez-le directement à merveille, mais ne me dites pas de vous le présenter. S'il allait plus tard épouser mademoiselle Danglars, vous m'accuseriez de manège, et vous voudriez vous couper la gorge avec moi. D'ailleurs, je ne sais pas si j'irai moi-même. Où? À votre bal. Pourquoi n'y viendrez-vous point? D'abord parce que vous ne m'avez pas encore invité. Je viens exprès pour vous apporter votre invitation moi-même. Oh, c'est trop charmant. Mais je puis en être empêché. Quand je vous aurai dit une chose, vous serez assez aimable pour nous sacrifier tous les empêchements. Dites. Ma mère vous en prie. Madame la comtesse de Morcerf, reprit Monte Cristo en tressaillant. Ah, comte, dit Albert, je vous préviens que madame de Morcerf cause librement avec moi. Et si vous n'avez pas senti craquer en vous ces fibres sympathiques dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que ces fibres-là vous manquent complètement. Car pendant 4 jours, nous n'avons parlé que de vous. De moi. En vérité, vous me comblez. Écoutez, c'est le privilège de votre emploi quand on est un problème vivant. Ah, je suis donc aussi un problème pour madame votre mère. En vérité, je l'aurais cru trop raisonnable pour se livrer à de pareils écarts d'imagination. Problème, mon cher comte, problème pour tous. Pour ma mère, comme pour les autres. Problème accepté, mais non deviné. Vous demeurez toujours à l'état d'énigme, rassurez-vous. Ma mère seulement demande toujours comment il se fait que vous soyez si jeune. Je crois qu'au fond, tandis que la comtesse G vous prend pour Lord Ruthwen, ma mère vous prend pour Cagliostro ou le comte de Saint-Germain. La première fois que vous viendrez voir madame de Morcerf, confirmez-la dans cette opinion. Cela ne vous sera pas difficile, vous avez la pierre philosophale de l'un et l'esprit de l'autre. Je vous remercie de m'avoir prévenu, dit le comte en souriant. Je tâcherai de me mettre en mesure de faire face à toutes les suppositions. Ainsi vous viendrez samedi. Puisque madame de Morcerf m'en prie. Vous êtes charmant. Et monsieur Danglars. Oh, il a déjà reçu la triple invitation, mon père s'en est chargé. Nous tâcherons aussi d'avoir le grand d'Aguesseau, monsieur de Villefort, mais on en désespère. Il ne faut jamais désespérer de rien, dit le proverbe. Dansez-vous, cher comte? Moi? Oui, vous. Qu'y aurait-il d'étonnant à ce que vous dansassiez? Ah, en effet, tant qu'on n'a pas franchi la quarantaine. Non, je ne danse pas, mais j'aime avoir dansé. Et madame de Morcerf, danse-t-elle? Jamais non plus. Vous causerez, elle a tant envie de causer avec vous. Vraiment? Parole d'honneur. Et je vous déclare que vous êtes le premier homme pour lequel ma mère ait manifesté cette curiosité. Albert prit son chapeau et se leva. Le comte le reconduisit jusqu'à la porte. Je me fais un reproche, dit-il en l'arrêtant au haut du perron. Lequel? J'ai été indiscret, je ne devais pas vous parler de monsieur Danglars. Au contraire, parlez-moi encore, parlez-moi souvent, parlez-moi toujours, mais de la même façon. Bien, vous me rassurez. À propos, quand arrive monsieur d'Épinay? Mais dans 5 ou 6 jours au plus tard. Et quand se marie-t-il? Aussitôt l'arrivée de monsieur et de madame de Saint-Méran. Amenez-le-moi donc quand il sera à Paris, quoique vous prétendiez que je ne l'aime pas, je vous déclare que je serai heureux de le voir. Bien, vos ordres seront exécutés, seigneur. Au revoir. À samedi en tout cas. Bien sûr, n'est-ce pas? Comment donc ces paroles données? Le comte suivit des yeux Albert en le saluant de la main. Puis quand il fut remonté dans son phaéton, il se retourna et trouvant Bertuccio derrière lui. « Eh bien ?» demanda-t-il. « Elle est allée au palais, » répondit l'intendant. « Elle y est restée longtemps ?»« 1 heure et demie. Et elle est rentrée chez elle. »« Directement. »« Eh bien, mon cher monsieur Bertuccio, dit le comte, si j'ai maintenant un conseil à vous donner, c'est d'aller voir en Normandie si vous ne trouverez pas cette petite terre dont je vous ai parlé. » Bertuccio salua, et comme ses désirs étaient en parfaite harmonie avec l'ordre qu'il avait reçu, il partit le soir même.
Chapitre 70. Les informations. Monsieur de Villefort tint parole à madame Danglars, et surtout à lui-même, en cherchant à savoir de quelle façon monsieur le comte de Monte-Cristo avait pu apprendre l'histoire de la maison d'Auteuil. Il écrivit le même jour à un certain monsieur de Beauville, qui, après avoir été autrefois inspecteur des prisons, avait été attaché dans un grade supérieur à la police de sûreté, pour avoir les renseignements qu'il désirait, et celui-ci demanda 2 jours pour savoir au juste près de qui l'on pourrait se renseigner. Les 2 jours expirés, M. de Villefort reçut la note suivante. La personne que l'on appelle M. le comte de Monte-Cristo est connue particulièrement de Lord Wilmore, riche étranger, que l'on voit quelquefois à Paris et qui s'y trouve en ce moment. Il est connu également de l'abbé Busoni, prêtre sicilien d'une grande réputation en Orient, où il a fait beaucoup de bonnes œuvres. M. de Villefort répondit par un ordre de prendre sur ces 2 étrangers les informations les plus promptes et les plus précises. Le lendemain soir, ces ordres étaient exécutés. Et voici les renseignements qu'il recevait. L'abbé, qui n'était que pour un mois à Paris, habitait derrière Saint-Sulpice, une petite maison composée d'un seul étage au-dessus d'un rez-de-chaussée. 4 pièces, 2 pièces en haut et 2 pièces en bas, formaient tout le logement dont il était l'unique locataire. Les 2 pièces d'en bas se composaient d'une salle à manger avec table, chaises et buffet en noyer, et d'un salon boisé peint en blanc, sans ornement, sans tapis et sans pendule. On voyait que pour lui-même l'abbé se bornait aux objets de stricte nécessité. Il est vrai que l'abbé habitait de préférence le salon du premier. Ce salon tout meublé de livres de théologie et de parchemins, au milieu desquels on le voyait s'ensevelir, disait son valet de chambre, pendant des mois entiers, était en réalité moins un salon qu'une bibliothèque. Ce valet regardait les visiteurs au travers d'une sorte de guichet, et lorsque leur figure lui était inconnue ou ne lui plaisait pas, il répondait que monsieur l'abbé n'était point à Paris. Ce dont beaucoup se contentaient, sachant que l'abbé voyageait souvent et restait quelquefois fort longtemps en voyage. Au reste, qu'il fût au logis ou qu'il n'y fût pas, qu'il se trouvât à Paris ou au Caire, l'abbé donnait toujours, et le guichet servait de tour aux aumônes que le valet distribuait incessamment au nom de son maître. L'autre chambre, située près de la bibliothèque, était une chambre à coucher. Un lit sans rideau, 4 fauteuils et un canapé de velours d'Utrecht, jaune, formaient avec un prie-dieu tout son ameublement. Quant à Lord Wilmore, il demeurait rue Fontaine-Saint-Georges. C'était un de ces Anglais touristes qui mangent toute leur fortune en voyage. Il louait en garni l'appartement qu'il habitait, dans lequel il venait passer seulement 2 ou 3 heures par jour, et où il ne couchait que rarement. Une de ses manies était de ne vouloir pas absolument parler la langue française, qu'il écrivait cependant, assurait-on, avec une grande pureté. Le lendemain du jour où ces précieux renseignements étaient parvenus à monsieur le procureur du roi, un homme qui descendit de voiture au coin de la rue Férou vint frapper à une porte peinte en vert olive et demanda l'abbé Busoni. « Monsieur l'abbé est sorti dès le matin, » répondit le valet. « Je ne pourrai pas me contenter de cette réponse, » dit le visiteur, « car je viens de la part d'une personne pour laquelle on est toujours chez soi. Mais veuillez remettre à l'abbé Busoni... »« Je vous ai dit qu'il n'y était pas, » répéta le valet. Alors, quand il sera rentré, remettez-lui cette carte et ce papier cacheté. Ce soir, à 8 heures, monsieur l'abbé sera-t-il chez lui? Oh, sans faute, monsieur, à moins que monsieur l'abbé ne travaille, et alors c'est comme s'il était sorti. Je reviendrai donc ce soir, à l'heure convenue, reprit le visiteur. Et il se retira. En effet, à l'heure indiquée, le même homme revint dans la même voiture, qui cette fois, au lieu de s'arrêter au coin de la rue Férou, s'arrêta devant la porte verte. Il frappa, on lui ouvrit et il entra. Au signe de respect dont le valet fut prodigue envers lui, il comprit que sa lettre avait fait l'effet désiré. « Monsieur l'abbé est chez lui ?» demanda-t-il. « Oui, il travaille dans sa bibliothèque. Mais il attend monsieur, » répondit le serviteur. L'étranger monta un escalier assez rude, et devant une table dont la superficie était inondée de la lumière que concentrait un vaste abat-jour, tandis que le reste de l'appartement était dans l'ombre, il aperçut l'abbé, en habit ecclésiastique, la tête couverte de ces coqueluchons sous lesquels s'ensevelissait le crâne des savants en us du Moyen-Âge. « C'est à monsieur Busoni que j'ai l'honneur de parler, » demanda le visiteur.
Oui, messieurs, répondit l'abbé. Et vous êtes la personne que monsieur de Beauville, ancien intendant des prisons, m'envoie de la part de monsieur le préfet de police? Justement, monsieur. Un des agents préposés à la sûreté de Paris. Oui, monsieur, répondit l'étranger avec une espèce d'hésitation, et surtout un peu de rougeur. L'abbé rajusta les grandes lunettes qui lui couvraient non seulement les yeux, mais encore les tempes, et se rasseyant, fit signe au visiteur de s'asseoir à son tour. Je vous écoute, messieurs, dit l'abbé avec un accent italien des plus prononcés. La mission dont je me suis chargé, monsieur, reprit le visiteur en pesant sur chacune de ses paroles comme si elle avait peine à sortir, est une mission de confiance pour celui qui la remplit et pour celui près duquel on la remplit. L'abbé s'inclina. Oui, reprit l'étranger, votre probité, monsieur l'abbé, est si connue de monsieur le préfet de police qu'il veut savoir de vous comme magistrat une chose qui intéresse cette sûreté publique, au nom de laquelle je vous suis député. Nous espérons donc, monsieur l'abbé, qu'il n'y aura ni lien d'amitié ni considération humaine qui puisse vous engager à déguiser la vérité à la justice. Pourvu, monsieur, que les choses qu'il vous importe de savoir ne touchent en rien aux scrupules de ma conscience. Je suis prêtre, monsieur, et les secrets de la confession, par exemple, doivent rester entre moi et la justice des dieux, et non entre moi et la justice humaine. Oh, soyez tranquille, monsieur l'abbé, dit l'étranger. Dans tous les cas, nous mettrons votre conscience à couvert. À ces mots, l'abbé, pesant du côté de son abat-jour, leva ce même abat-jour du côté opposé, de sorte que, tout en éclairant en plein le visage de l'étranger, le sien restait toujours dans l'ombre. Pardon, monsieur l'abbé, dit l'envoyé de monsieur le préfet de police, mais cette lumière me fatigue horriblement la vue. L'abbé baissa le carton vert. Maintenant, messieurs, je vous écoute, parlez. J'arrive au fait. Vous connaissez monsieur le comte de Monte Cristo. Vous voulez parler des messieurs Zaccone, j'y présume. Zaccone? Ne s'appelle-t-il donc pas Monte Cristo? Monte Cristo est un nom des terres, ou plutôt un nom des rochers, et non pas un nom des familles. Eh bien, soit, ne discutons pas sur les mots, et puisque monsieur de Monte Cristo et monsieur Zaccone, c'est le même homme, absolument les mêmes. Parlons de monsieur Zaccone. Soit. Je vous demandais si vous le connaissiez. Beaucoup. Qu'est-il? C'est le fils d'un riche armateur des Maltes. Oui, je le sais bien, c'est ce qu'on dit. Mais, comme vous le comprenez, la police ne peut pas se contenter d'un « on dit ». Cependant, reprit l'abbé avec un sourire tout affable, quand cet « on dit » est la vérité, il faut bien que tout le monde s'en contente et que la police fasse comme tout le monde. Mais vous êtes sûr de ce que vous dites? Comment? Si j'en suis sûr. Remarquez, monsieur, que je ne suspecte en aucune façon votre bonne foi. Je vous dis, êtes-vous sûr? Écoutez, j'ai connu messieurs Zaccone les pères. Ah. Oui, et tout enfant, j'ai joué 10 fois avec son fils dans les chantiers des constructions. Mais cependant, ce titre de comte, vous savez, cela s'achète. En Italie, partout. Mais ces richesses qui sont immenses, à ce qu'on dit toujours. Oh, quant à cela, reprit l'abbé, immense, c'est les mots. Combien croyez-vous qu'il possède, vous qui le connaissez? Oh, il a bien 150 à 200 000 livres de rente. Ah, voilà qui est raisonnable, dit le visiteur. Mais on parlait de 4 millions. 200 000 livres de rente, monsieur, font jusqu'à 4 millions de capital. Mais on parlait de 3 ou 4 millions de rente. Oh, cela n'est pas croyable. Et vous connaissez son île de Monte Cristo? Certainement. Tout homme qui est venu des Palerme, des Naples ou des Rome en France par mer la connaît, puisqu'il a passé à côté d'elle et l'a vue en passant. C'est un séjour enchanteur, à ce que l'on assure. C'est un rocher. Et pourquoi donc le comte a-t-il acheté un rocher? Et justement pour être comte. En Italie, pour être comte, on a encore besoin d'un comté. Mais vous avez sans doute entendu parler des aventures de jeunesse de M. Zaccone. Les pères? Non, le fils. Ah,
Voici où commencent mes incertitudes, car voici où j'ai perdu mon jeune camarade de vous. Il a fait la guerre? Je crois qu'il a servi. Dans quelle armée? Dans la marine. Voyons, vous n'êtes pas son confesseur? Non, monsieur. Je les crois luthériens. Comment luthériens? Je dis que je crois, je n'affirme pas. D'ailleurs, je croyais la liberté des cultes établie en France. Sans doute. Aussi n'est-ce point de ces croyances que nous nous occupons en ce moment. C'est de ces actions. Au nom de monsieur le préfet de police, je vous somme de dire ce que vous savez. Il passe pour un homme fort charitable. Notre Saint-Père les papes l'a fait chevalier du Christ, faveur qui n'accorde guère qu'aux princes, pour les services éminents qu'il a rendus aux chrétiens d'Orient. Il a 5 ou 6 cordons conquis par des services rendus ainsi aux princes ou aux États. Et il les porte? Non, mais il en est fier. Il dit qu'il aime mieux les récompenses accordées aux bienfaiteurs de l'humanité que celles accordées aux destructeurs des hommes. C'est donc un Quaker que cet homme-là. Justement, c'est un Quaker, moins le grand chapeau et l'habit marron, bien entendu. Lui connaît-on des amis? Oui, car il a pour amis tous ceux qui le connaissent. Mais enfin, il a bien quelques ennemis, un seul. Comment le nommez-vous? Lord Wilmore. Où est-il? À Paris, dans ces moments même. Et il peut me donner des renseignements? Précieux, il était dans l'Inde en même temps que Zaccone. Savez-vous où il demeure? Quelque part dans la chaussée d'Antin, mais j'ignore la rue et le numéro. Vous êtes mal avec cet Anglais? J'aime Zaccone et lui le déteste. Nous sommes en froid à cause de cela. Monsieur l'abbé, pensez-vous que le comte de Monte Cristo soit jamais venu en France avant le voyage qu'il vient de faire à Paris? Ah! Pour cela, j'ai pu vous répondre pertinemment. Non, monsieur, il n'y est jamais venu, puisqu'il s'est adressé à moi il y a 6 mois pour avoir les renseignements qu'il désirait. De mon côté, comme j'ignorais à quelle époque je serais moi-même à Paris, je lui ai adressé Monsieur Cavalcanti. Andrea. Non, Bartolomeo, le père. Très bien, monsieur, je n'ai plus à vous demander qu'une chose et je vous somme, au nom de l'honneur de l'humanité de la religion, de me répondre sans détour. Dites, monsieur, savez-vous dans quel but monsieur le comte de Monte Cristo a acheté une maison à Auteuil? Certainement, car il me l'a dit. Dans quel but, monsieur? Dans celui d'en faire un hospice d'aliénés dans les genres de celui fondé par les barons de Pisani à Palerme. Connaissez-vous cet hospice? De réputation, oui, monsieur. C'est une institution magnifique. Et là-dessus, l'abbé salua l'étranger en homme qui désire faire comprendre qu'il ne serait pas fâché de se remettre au travail interrompu. Le visiteur, soit qu'il comprît le désir de l'abbé, soit qu'il fût au bout de ses questions, se leva à son tour. L'abbé le reconduisit jusqu'à la porte. « Vous faites de riches aumônes, dit le visiteur. Et quoi qu'on vous dise riche, j'oserais vous offrir quelque chose pour vos pauvres. De votre côté, daigneriez-vous accepter mon offrande? Merci, messieurs. Il n'y a qu'une seule chose dont je sois jaloux au monde, c'est que le bien que je fais vienne de moi. Mais cependant, c'est une résolution invariable. Mais cherchez, messieurs, et vous trouverez. Hélas, sur les chemins de chaque homme riche, il y a bien des misères à coudoyer. L'abbé salua une dernière fois en ouvrant la porte. L'étranger salua à son tour et sortit. La voiture le conduisit droit chez monsieur de Villefort. 1 heure après, la voiture sortit de nouveau et cette fois se dirigea vers la rue Fontaine-Saint-Georges. Au numéro 5, elle s'arrêta. C'était là que demeurait Lord Wilmore. L'étranger avait écrit à Lord Wilmore pour lui demander un rendez-vous que celui-ci avait fixé à 10 heures. Aussi, comme l'envoyé de monsieur le préfet de police arriva à 10h moins 10, lui fut-il répondu que Lord Wilmore, qui était l'exactitude et la ponctualité en personne, n'était point encore rentré, mais qu'il rentrait pour sûr à 10h sonnantes. Le visiteur attendit dans le salon. Ce salon n'avait rien de remarquable et était comme tous les salons d'hôtel, garnis. Une cheminée avec 2 vases de Sèvres modernes, une pendule avec un amour tendant son arc, une glace en 2 morceaux, de chaque côté de cette glace une gravure représentant l'une Homère portant son guide, l'autre Bélisère demandant l'aumône, un papier gris sur gris, un meuble en drap rouge imprimé de noir. Tel était le salon de Lord Wilmore.
Il était éclairé par des globes de verre dépolis qui ne répandaient qu'une faible lumière, laquelle semblait ménagée exprès pour les yeux fatigués de l'envoyé de monsieur le préfet de police. Au bout de 10 minutes d'attente, la pendule sonna 10 heures. Au 5e coup, la porte s'ouvrit et Lord Wilmore parut. Lord Wilmore était un homme plutôt grand que petit, avec des favoris rares et roux, le teint blanc et les cheveux blonds grisonnants. Il était vêtu avec toute l'excentricité anglaise, c'est-à-dire qu'il portait un habit bleu à boutons d'or et à hauts collets piqués, comme on les portait en 1811, un gilet de casimir blanc et un pantalon de nankin de 3 pouces trop court, mais que des sous-pieds de même étoffe empêchaient de remonter jusqu'aux genoux. Son premier mot en entrant fut « Vous savez, monsieur, que je ne parle pas français. Je sais, du moins, que vous n'aimez pas à parler notre langue, répondit l'envoyé de monsieur le préfet. Mais vous pouvez la parler, vous, reprit Lord Wilmore, car si je ne la parle pas, je la comprends. Et moi, reprit le visiteur en changeant d'idiome, je parle assez facilement l'anglais pour soutenir la conversation dans cette langue. Ne vous gênez donc pas, monsieur. Oh, fit Lord Wilmore avec cette intonation qui n'appartient qu'aux naturels les plus purs de la Grande-Bretagne. L'envoyé du préfet de police présenta à Lord Wilmore sa lettre d'introduction. Celui-ci la lut avec un flegme tout anglican, puis lorsqu'il eut terminé sa lecture, « Je comprends, dit-il en anglais. Je comprends très bien. » Alors commencèrent les interrogations. Elles furent à peu près les mêmes que celles qui avaient été adressées à l'abbé Busoni. Mais comme Lord Wilmore, en sa qualité d'ennemi du comte de Monte Cristo, n'y mettait pas les mêmes retenues que l'abbé, elles furent beaucoup plus étendues. Il raconta la jeunesse de Monte Cristo qui, selon lui, était, à l'âge de 10 ans, entré au service d'un de ces petits souverains de l'Inde qui font la guerre aux Anglais. C'est là qu'il l'avait, lui, Wilmore, rencontré pour la première fois et qu'ils avaient combattu l'un contre l'autre. Dans cette guerre, Zaccone avait été fait prisonnier, avait été envoyé en Angleterre, mais sur les pontons dont il s'était enfui à la nage. Alors avaient commencé ses voyages, ses duels, ses passions. Alors était arrivée l'insurrection de Grèce, et il avait servi dans les rangs des Grecs. Tandis qu'il était à leur service, il avait découvert une mine d'argent dans les montagnes de la Thessalie. Mais il s'était bien gardé de parler de cette découverte à personne. Après Navarin, et lorsque le gouvernement grec fut consolidé, il demanda au roi Othon un privilège d'exploitation pour cette mine. Ce privilège lui fut accordé. De là, cette fortune immense qui pouvait, selon Lord Wilmore, monter à 1 ou 2 millions de revenus. Fortune qui néanmoins pouvait tarir tout à coup, si la mine elle-même tarissait. Mais, demanda le visiteur, savez-vous pourquoi il est venu en France ? Il veut spéculer sur les chemins de fer, dit Lord Wilmore. Et puis, comme il est chimiste habile et physicien non moins distingué, il a découvert un nouveau télégraphe dont il poursuit l'application. Combien dépense-t-il à peu près par an ? Demanda l'envoyé de monsieur le préfet de police. Oh, 5 ou 600 000 francs tout au plus, dit Lord Wilmore. Il est avare. Il était évident que la haine faisait parler l'anglais et que ne sachant quelle chose reprocher au comte, il lui reprochait son avarice. « Savez-vous quelque chose de la maison d'Auteuil ?»« Oui, certainement. »« Eh bien, qu'en savez-vous ? » ?»« Vous demandez dans quel but il l'a achetée ? » ?»« Oui. »« Eh bien, le comte est un spéculateur qui se ruinera certainement en essais et en utopie. Il prétend qu'il y a à Auteuil, dans les environs de la maison qu'il vient d'acquérir, un courant d'eau minérale qui peut rivaliser avec les eaux de Bagnères, de Luchon et de Cotteret. Il veut faire de son acquisition un Badhaus, comme disent les Allemands. Il a 2 ou 3 fois retourné tout son jardin pour retrouver le fameux cours d'eau. Et comme il n'a pas pu le découvrir, vous allez le voir d'ici à peu de temps acheter les maisons qui environnent la sienne. Or, comme je lui en veux, j'espère que dans son chemin de fer, dans son télégraphe électrique ou dans son exploitation de bains, il va se ruiner. Je le suis pour jouir de sa déconfiture, qui ne peut manquer d'arriver un jour ou l'autre. Et
Pourquoi lui en voulez-vous ? demanda le visiteur. Je lui en veux, répondit Lord Wilmore, parce qu'en passant en Angleterre, il a séduit la femme d'un de mes amis. Mais si vous lui en voulez, pourquoi ne cherchez-vous pas à vous venger de lui ? Je me suis déjà battu 3 fois avec le comte, dit l'Anglais. La première fois au pistolet, la seconde à l'épée, la troisième à l'espadon. Et le résultat de ces duels a été: la première fois, il m'a cassé le bras, la seconde fois, il m'a traversé le poumon, et la troisième fois, il m'a fait 7 blessures. L'Anglais rabattit un col de chemise qui lui montait jusqu'aux oreilles, et montra une cicatrice dont la rougeur indiquait la date peu ancienne. De sorte que je lui en veux beaucoup, répéta l'Anglais, et qu'il ne mourra bien sûr que de ma main. Mais, dit l'envoyé de la préfecture, vous ne prenez pas le chemin de le tuer, ce me semble. Oh, fit l'Anglais, tous les jours je vais au tir, et tous les 2 jours, Grisier vient chez moi. C'était ce que voulait savoir le visiteur, ou plutôt c'était tout ce que paraissait savoir l'Anglais. L'agent se leva donc, et après avoir salué Lord Wilmore, qui lui répondit avec la raideur et la politesse anglaise, il se retira. De son côté, Lord Wilmore, après avoir entendu se refermer sur lui la porte de la rue, rentra dans sa chambre à coucher, où en un tour de main, il perdit ses cheveux blonds, ses favoris roux, sa moustache fausse et sa cicatrice, pour retrouver les cheveux noirs, le teint mat et les dents de perle du comte de Monte Cristo. Il est vrai que de son côté, ce fut Monsieur de Villefort, et non l'envoyé de Monsieur le préfet de police, qui rentra chez Monsieur de Villefort. Le procureur du roi était un peu tranquillisé par cette double visite, qui, au reste, ne lui avait rien appris de rassurant, mais qui ne lui avait rien appris non plus d'inquiétant. Il en résulta que pour la première fois depuis le dîner d'Auteuil, il dormit la nuit suivante avec quelque tranquillité.